Aujourd'hui, j'accueille quelqu'un que j'ai découvert en creusant le monde de la prospection B2B et franchement, plus je creusais, plus je me disais que c'était exactement le genre de profil qu'il fallait inviter dans ce podcast. Avec le recul, c'est la meilleure décision de ma vie, forcément. Il a commencé par construire une agence de prospection outbound Premier client, tu vois, je savais même pas comment faire du cold email. et a créé des vrais systèmes pour des vrais clients. Le plus dur, en fait, c'est de mentir à ses parents, c'est de mentir à son entourage. Et à un moment, il a fait un choix que peu de gens font, arrêter d'exécuter pour transmettre son savoir. Tu m'as vu partir, j'avais pas de cash, mais non, c'est réglé, on va dire. Aujourd'hui, il est fondateur et CEO d'Offbound, un accompagnement one-to-one réservé aux fondateurs B2B ambitieux, les agences, les SaaS, les coachs et les consultants. Et en 2025, attention parce qu'il a scalé plus de 100 business. Ce qui le différencie, c'est qu'il ne s'arrête pas à la prospection. Sa méthode couvre l'acquisition outbound, le contenu LinkedIn, mais aussi l'intégration d'IA dans les systèmes et la construction d'offres. Tout ce qu'il faut pour qu'un fondateur B2B sorte de la galère et commence à vraiment scale. Et cette personne-là a une chaîne YouTube avec 2000 membres, un LinkedIn avec plus de 20 000 abonnés, un podcast et bien connu dans l'écosystème depuis quelques temps. Et aussi, il est parti de la France pour faire tout ça depuis Budapest en Hongrie. Valentin Tony, bienvenue. Magnifique, magnifique introduction. Je savais pas que tu allais travailler, j'ai rien à dire. Bien sûr. Presque rien Quand à dire. même, au travail. Nous, on se connaît pas encore vraiment, Valentin. On a discuté la première fois la semaine dernière, mais j'ai un peu creusé ton univers. Mais pour les gens qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, sur tes études, qu'est-ce que tu fais réellement? Ça. Alors, je sais pas à quel point tu veux que j'aille en détail, mais en tout cas, pour la faire courte, tu m'as plus ou moins, enfin, meilleure présentation qu'on m'ait déjà faite, entre guillemets, parce qu'à chaque fois, c'est pas forcément très précis. On voit que tu as creusé, donc bien joué. Et moi, je suis Valentin Tomy, effectivement, je vis en Hongrie, du coup, j'ai fait le choix de partir un peu à la campagne. Là, on voit pas, du coup, on en parlait avant, mais voilà, on est Magnifique. sympa. J'ai quitté un peu la ville. J'ai eu une agence de prospection pendant pas mal de temps, que j'ai évidemment arrêté totalement pour, du coup, me focus 100% sur l'accompagnement. Donc, on a un accompagnement, on va dire, uniquement pour les jeunes fondateurs B2B qui veulent scale à 20, 50 ou 100 cas par mois. Beaucoup de choses à détailler là-dessus. Et je suis connu pour être le fondateur, du coup, de Offbound, qui est justement cet accompagnement slash incubateur pour les jeunes fondateurs en B2B. Ok, trop bien. On peut direct sauter sur la Hongrie. Pourquoi tu es parti là-bas? Qu'est-ce qui t'attire avec ce pays? Pourquoi tu as quitté la France? Je savais que je voulais quitter la France pour plein de raisons, pas forcément parce que je Ok. déteste la France, parce que je sais que j'y reviendrai certainement, mais je voulais entre guillemets faire ma vingtaine, tu vois, autre part qu'en France. Je suis arrivé à Budapest, je suis un peu tombé amoureux de la ville, de l'écosystème, de plein de choses. Donc j'y suis Ok. resté un an en centre-ville, c'était bien, mais ça m'a un peu fatigué. Et là, du coup, depuis quelques mois, là, je suis alors toujours à Budapest, hein, encore dans le centre, mais juste à côté des montagnes, avec la nature. Et moi, ça me parle plus. Ok, ça fait combien de temps? Ça fait presque 2 ans, là, un an et demi. Ok, et j'ai vu aussi sur LinkedIn que tu avais monté ta holding. C'est Ouais. depuis la Hongrie ou c'est que tu es quand même en France et... Ah non, non, tout est en Hongrie, ouais, parce que bon, t'as quand même beaucoup, beaucoup d'avantages fiscaux à être en Hongrie. Donc, j'ai Offbound KFT qui est en Hongrie et Off Group KFT qui est également en Hongrie. Ok, magnifique. Et tu nous as parlé du coup de l'agence de prospection. C'est quoi cette agence de prospection avant Offbound? Bah, cette agence-là, c'était mes débuts. Enfin, c'était à l'époque quand je voulais faire un petit peu d'argent sur Internet, parce que j'ai pas commencé il y a si longtemps que ça. C'était la classique, qu'est-ce que les gens veulent? Bon, ils veulent des leads. Donc, je commençais à faire de l'agence de prospection, ou agence, on va dire, de lead generation. Ok. Ça a bien marché. Je voyais ce qu'il fallait que je fasse pour la scaler beaucoup plus loin. Mais au final, je me suis dit, bah écoute, j'ai pas envie de le faire. Et surtout, il y avait beaucoup de clients qui voulaient se faire accompagner pour implémenter ce qu'on faisait, mais Ah ne oui. pas payer 5 000 euros par mois pour le faire, mais le faire en interne chez eux. Et j'ai commencé à faire une mini-offre en mode, bon vas-y, si tu veux, je t'accompagne pendant 2, 3 mois pour implémenter ce qu'on a mis en place chez les clients. Et au fur et à mesure, ça m'a tellement plu et j'ai vu tellement d'opportunités avec cette offre-là, plus d'implémentation, de done with you, comme on dit. Donc un mélange entre le coaching et des choses qu'on implémente chez toi, que bah, j'ai totalement arrêté la branche, on va dire, done for you. Donc on le fait pour les Ok. clients et 100% scalé sur l'accompagnement, l'incubateur off-band. Ok, et ça fait combien de temps du coup cette création de première agence pour nous donner un... Ça a été très rapide en soi. Moi, j'ai eu à peine, enfin, je viens d'avoir à peine 22 ans, tu vois, Oui. aujourd'hui, enfin, il y a ce mois-ci. Donc, ça a été rapide. L'accompagnement a à peine un an, en fait. Parce que beaucoup de gens, Ok. enfin, peut-être grâce au branding, du coup, les gens pensent qu'on existe depuis très longtemps, etc. C'était très rapide. On a lancé l'accompagnement, les premiers clients de l'accompagnement, ils ont à peine un an. Et encore, à l'époque, ça avait absolument pas du tout la forme que ça a maintenant. Donc l'accompagnement, j'ai lancé seulement il y a un an et l'agence il y a 2 ans. Tu vois, j'ai lancé quand j'avais mes Ok. débuts vingtaine. Donc ça a été très rapide, on va dire. Ok. Et tu l'avais fait du coup pendant tes études? Et ouais, c'est ça. Alors justement, short thing short, j'étais parti en Asie pendant 6 mois en échange. J'ai Ah, découvert que bah, je voulais me barrer, mais j'avais pas du tout de cash à l'époque. Et c'est vrai que ça a été
je vais pas me plaindre, j'ai été bien éduqué, j'ai eu de l'amour, et cetera, mais voilà, mes parents sont fonctionnaires, j'ai mis beaucoup d'argent dans tous les cas, je Ouais. devais avoir de l'argent juste pour vivre, ne serait-ce que même pour payer mon école. Enfin, je pense que j'étais un des seuls gars en école de commerce à devoir payer 1 200 € par mois pour financer son école, et à côté, un job étudiant ne suffit pas à gagner 1 200 Ouais. € par mois, donc je devais faire des trucs un peu plus complexes, genre de la prospection en B2B. Donc au début, je l'ai fait juste pour financer l'école, et au bout d'un moment, en fait, c'était, bah, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai un peu pété un câble, je me suis dit: «Bah, écoute, vas-y, genre, je laisse tout tomber», tu vois? Genre, pas de OK. diplôme, je quitte, mon école, qui était à l'époque une très bonne école, qui est toujours une bonne école d'ailleurs. Je quitte mon école, je quitte la France, je quitte ma famille, je quitte mes potes, je pars solo, je pars en Géorgie en l'occurrence, parce que j'avais pas de thunes, donc je me suis juste OK. isolé en Géorgie, en mode: «Vas-y, bah, là, t'as pas le choix, va falloir bosser, va falloir, prendre des bonnes décisions». Avec le recul, c'est la meilleure décision de ma vie forcément parce que ça a prouvé à quel point ça a bien marché, mais à l'époque, c'était quand même pas mal dangereux en vrai de faire ça, parce qu'il y avait pas de retour possible, quoi. Ah ouais, carrément et ça, je pense que ça peut intéresser des gens, mais ton entourage, il pensait quoi de tout ça? Parce que c'est pas anodin que quelqu'un se parte en Georgie, du jour au lendemain, arrête tout. Bah, le plus dur, en fait, c'est de mentir à ses parents, de mentir à son entourage, parce qu'en fait, tu es le premier à avoir vraiment la pression de se dire: «Putain, en fait, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Est-ce que je suis en train de foutre ma vie en l'air? Est-ce que je vais vraiment réussir?» Mais si tu prouves que tu doutes, en fait, bah, eux, ils vont encore plus stresser et limite, ils pourraient t'empêcher Ouais. de le faire. Donc la chose qui était un peu la plus dure pour moi, c'était de prouver, devant mes parents, devant mon père, devant mes potes: «Ouais, non, mais t'inquiète pas, je sais ce que je fais, je pars ici, j'ai un plan». J'avais aucun plan, j'avais un Airbnb sur une semaine, j'avais, quelques milliers d'euros de cash de côté et c'était tout. Et le plus dur, c'est justement de mentir aux personnes qu'on aime juste pour les rassurer et et espérer, on va dire, que ça se passe bien, quoi. Et donc avant de parler un peu B2B, de l'acquisition, croissance, de tout ce que tu as fait, parce qu'en un an, c'est quand même, ouais, ça fait un peu plus d'un an, c'est quand même impressionnant ce que tu as fait, ton nombre d'abonnés, ton nombre de clients accompagnés. On va parler un peu de qui tu es vraiment. Si tu avais pas fait un peu de prospection, tout ce que tu as mis en place aujourd'hui, tu aurais fait quoi fait quoi comme métier? Ouais. Je pense que j'aurais été soit, enfin, athlète professionnel ou artiste OK. peintre. C'est un peu les 2 autres, carrières que j'aurais voulu faire, et d'ailleurs, ce qu'il y a de beau avec l'entrepreneuriat, c'est que tu peux avoir d'autres carrières en parallèle et je m'interdis pas d'en avoir, et d'ailleurs, je pense qu'il y aura une partie dans ma vie où j'essaierai justement d'être athlète professionnel, OK. et d'être, je pense, un peu plus tard artiste peintre parce que ça peut bien matcher au niveau en termes de timing. Enfin, je sais pas si dans, alors c'est très théorique, mais tu vois, si dans 10 ans, de toute façon, normalement, j'ai plus besoin de travailler, j'aurai beaucoup, beaucoup de business et de cash qui travailleront pour moi. Pourquoi pas me faire un focus sur, me dire, vas-y, bah, je me donne 3 ans pour devenir athlète pro, tu vois, pourquoi pas. Surtout quand tu fais du trail, tu peux être plus ou moins vieux et être athlète pro. Et pareil, je me vois bien, je sais pas, quand j'ai 50, 60 ans, artiste peintre, ma mère, elle a été un petit peu, je l'ai fait un petit peu quand j'étais jeune. Je Incroyable. me verrais bien faire ça en vrai. OK, ouais, Donc bah, tu rien à voir avec le business pour le coup. bon, ouais, ça va, tu sais monter des communautés, donc être artiste peintre, ça va pas être trop difficile. Bah, c'est ça, et je pense qu'il y a un boulevard là-dessus. Alors, d'un point de vue, on va dire, purement capitaliste, au-delà de la partie artistique, tu peux faire tellement de cash. Si justement, en fait, t'es artiste peintre, mais non pas, entre guillemets, le cliché de l'artiste, tu vois, qui est dans son coin, mais quelqu'un qui documente tout sur les réseaux sociaux, etc. Ça, du coup, si jamais Carrément. je le fais en, on va dire, je parle pas, tu vois, donc ça peut toucher, on va dire, le monde entier. Tu vois, genre, j'ai déjà imaginé des formats où, en fait, je peins en live avec les gens, tu vois, genre sur 5 10 heures, etc. Tu lis des enchères au, enfin, tu peux faire plein de choses ultra créatives quand tu sais gérer, tu vois, la partie business, communauté et la partie Clairement. artiste peintre. Donc j'ai d'autres choses à faire, entre guillemets, là, sur les prochaines années. Mais je pense qu'il y a un vrai boulevard et j'aimerais bien tenter, en tout cas, l'aventure. Ouais, bah, ça, j'en suis quelques-uns sur les réseaux. J'ai pas le nom exactement, mais il fait des peintures, des rappeurs, et cetera. Mais le Ok. buzz qu'il a, il a eu une vidéo à 200 000 likes, je sais pas quoi. Il s'est fait un petit e-commerce à côté. Des peintures de Népal, de Alpha One et tout. Je sais pas combien il en vend, mais c'est impressionnant, ouais. Quand tu fais des belles choses. Ok. Et ça, t'en fais toujours à côté de ton business en passion, du trail. Trail, oui, peinture, non, j'ai arrêté. Ok. Pas de souci. Ok. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a tous un peu une définition différente du succès. Pour toi, c'est quoi le succès? Pourquoi tu fais tout ça aujourd'hui? C'est une bonne question. Le succès en soi, enfin, à chaque fois, j'aurais pu te répondre bêtement, bah écoute, c'est quand on aura atteint tel objectif financier. Je pensais pareil il y a quelques années, au final je l'ai atteint, ça n'a rien changé à ma vie, je suis très heureux, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je suis pas forcément plus heureux qu'il y a 3 ans quand je débutais de fou et que je bossais, tu vois, tout seul dans ma chambre 12 heures par Ouais. jour, avec le stress, tu vois, de le faire. En vrai, je Ok. suis un peu limite même nostalgique, tu vois, de ces moments-là. Donc franchement, j'ai pas forcément de réussite en tête, en fait. Enfin, je me fais accompagner là-dessus parce que justement, c'est tellement compliqué pour l'entrepreneur, parce que tu dois vraiment être schizophrène dans le sens,
tu dois être ultra, on va dire, ambitieux, te fixer des gros objectifs. Par défaut, si tu veux avoir la dalle, si tu veux être ambitieux, faut ne pas être satisfait de ce que tu as. Et bon, à un moment, du coup, si t'es constamment pas satisfait, du coup, bah, juste, ça tronche de l'intérieur. Et je travaille là-dessus parce que c'est un peu un jeu d'équilibriste qui est un peu compliqué à avoir. Je suis OK avec ce que j'ai, je suis fier, je suis heureux, tu vois, tout ce que tu veux, je suis apaisé. Mais d'un autre côté, c'est pas assez, j'ai la dalle et je veux 10 fois, 100 fois plus. Et c'est toujours cet entre-deux, tu vois, qui est vraiment compliqué à trouver pour le coup. Et tu te fais accompagner pour être mieux, on va dire, dans la définition de ce que tu as, de savoir apprécier ce que tu as, etc. Ouais, c'est ça. En gros, alors, ça peut paraître un petit peu bullshit dit comme ça, mais en fait, c'est important d'avoir un coach qui genre, te challenge sur c'est quoi ta vision court terme, moyen terme, long terme, etc. Et surtout qui te met en avant, enfin, qui te met face à tes insécurités, tu vois, ou face à tes incohérences. Attends, mais tu me dis que ton but, c'est de faire ça, mais en fait, tu rêves de faire ça. Et tu vois, genre, il Mm. pointe exactement là où ça va pas Ouais. trop. Et du coup, tu retravailles là-dessus. Ok. Et c'est un accompagnement de combien de temps? T'en fais beaucoup des accompagnements? Ouais, j'aime bien, je suis bien client d'accompagnement, forcément, parce que je trouve qu'en vrai, c'est quand même. Enfin, mine de rien, ça te permet juste de gagner du temps, quoi. Les réflexions que j'aurais pu avoir en quelques années, là, pour répondre à ta question, c'est un accompagnement de 4 mois intensif là-dessus. Ok. Je sais qu'à la fin des 4 mois, je ressortirai avec beaucoup, beaucoup plus d'apprentissage que ce que j'aurais pu avoir tout seul. Donc, ça m'aide vraiment beaucoup pour le coup. Ok. Ouais, nous, on a commencé à se faire accompagner il y a 2 mois sur un sujet. C'est vrai que depuis le début de WinUp, par exemple, nous, on s'est jamais fait accompagner par une personne un peu comme Ok. toi ou par d'autres personnes. Et c'est vrai que juste d'avoir un regard extérieur quand on est à fond dans notre business, ça change tout. On s'est pas rendu compte, mais dès la première session qu'on avait eue avec lui, juste avoir une personne qui te pointe les mauvais trucs, qui te dit quoi faire, je pense que ça va pas être notre dernier. Ah, mais je te recommande effectivement, enfin, l'avantage, c'est peu importe l'accompagnement, juste que tu es une personne qui est extérieure à ce que tu fais, que ce soit en business, dans ta vie pro, etc., qui soit extérieure, qui s'y connaissent et qui disent, bah écoute, là c'est une erreur, là c'est une bonne chose. Et juste que tu avances comme ça, quoi. Clairement. Ok. Et en parlant d'un peu d'ambition, de succès, etc., toi, tu as monté Offbound il y a un an, tu vas à fond, ça se voit, tu es ultra dynamique. In fine, pourquoi tu fais tout ça? C'est pour arrêter de travailler? C'est pour avoir une certaine somme d'argent? Ouais, t'as plusieurs visions là-dessus. Première vision, entre guillemets, très perso, c'est ouais, effectivement, genre arrêter de travailler, que mes parents arrêtent de travailler, etc. Tu vois, comme je te le Ok. disais, j'ai jamais rien manqué, mais tu vois, bon, ils sont fonctionnaires, etc. J'ai pas envie que ma mère s'en fasse pour sa retraite, etc. Je veux qu'elle ait une belle maison, qu'elle soit tranquille, etc. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, je travaille pour Ok. ça. Une fois que C'est beau. ça sera fait, je pense que j'aurai d'autres visions, on va dire, plus long terme. Mais là, je suis quand même très focus là-dessus. Et après, c'est surtout, on va dire, faire un vrai écosystème que je kiffe, quoi. Parce qu'en fait, tu peux faire de l'argent, entre guillemets, de manière très, très court terme. Mais en vrai, bon, je suis quand même là pour le long terme. J'ai une grande vision sur le très long terme, tu vois, de ce que je veux faire avec Offbound, l'écosystème que je veux construire. Donc, faut être là pour le très très long terme, on va dire. Ok, ouais, bah, carrément, ouais, c'est important. Et il y a un moment, bon, tu t'es lotine tout seul en Georgie, etc. Il y a un moment où tu t'es dit vraiment, tu fais n'importe quoi, ou tu as failli tout arrêter. Bah, pour moi, là où j'ai le plus fait n'importe quoi, c'est quand je suis parti en école de commerce, quoi. Quand j'ai Ok. pensé que ça allait résoudre mes problèmes, quand j'ai pensé qu'effectivement il fallait faire des études pour être entrepreneur. En général, quand tu commences là-dessus, c'est c'est compliqué. Et sinon, bah, surtout la partie Géorgie, parce que avec le recul, ça a marché. Mais enfin, c'est là où j'aurais pu également, tu vois, basculer. Enfin, je savais que c'était un point de bascule important dans ma vie, et je pense que c'était le plus gros point de bascule que j'ai eu dans ma vie. Je savais que Ok. si je me donnais les moyens, ça aurait fait entre guillemets bah, ce que ça a donné, donc ça s'est très bien passé. Ouais. Si jamais ça n'avait pas été le cas, tu quittes la France, tu quittes la famille, tu quittes ton école, tu peux même plus revenir, t'as plus rien. Alors, je m'en fais pas sur le fait que j'aurais su rebondir, mais quand même, c'était couillu, on va dire. Ok. Et l'école de commerce, il y a beaucoup de jeunes qui se font influencer par les parents. Bon, soit c'est bien, soit c'est mal. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as rejoint cette école pour faire plaisir à tes parents ou pas du tout? Rien du tout. Alors, justement, enfin, mes parents sont pas du tout, on va dire, dans ce monde-là. Donc, en fait, c'est moi qui ai dû les convaincre pour rejoindre cette école Ah de oui. commerce parce que je pensais que ça allait changer ma vie. Tu vois, ce qu'on m'avait dit, ouais, bah, écoute, si tu entreprendre, fais une école de commerce. J'ai vu que non. J'y suis resté trop longtemps, malheureusement. Tu vois, j'y suis resté 2 ans, 2 ans et demi. Alors, j'ai appris des choses, mais franchement, c'était vraiment ridicule par rapport à ce que j'ai appris en entreprenant. Ok. Mais c'était moi, vraiment, ça venait vraiment de moi pour le coup. Ok. Ouais, ça t'apprend un peu plus la structure, comment bien apprendre, etc. Et ça t'ouvre aussi un écosystème. Je ne sais pas si tu l'as eu un peu grâce à ça ou tu as quitté trop tôt. Non. Le seul sujet que j'ai eu, c'est avant j'étais en gros, enfin pour ceux qui connaissent, tu as des juniors entreprises dans l'école. Ok.
Du coup, c'est une sorte de mini-entreprise de conseil. J'ai appris tellement, enfin, j'ai des gens qui m'ont fait confiance de manière incroyable là-dessus. Et c'est vraiment ça, tu vois, qui m'a fait entrer dans le business. En gros, j'avais 18 piges, mais on avait déjà des vrais contrats, des clients à prospecter, à vendre, etc. J'ai eu une chance incroyable, tu vois, d'entrer dans cet assaut qui a vraiment beaucoup aidé et ça a fait genre 95% des knowledge, on va dire, que j'ai appris en école. Donc, grâce à ça, j'ai appris des choses quand même en école de commerce, Ouais. mais la partie purement, on va dire, école de commerce, là, pour le coup, enfin, j'ai envie de te dire que c'est proche de zéro, quoi. Ok, oui, après, si tu t'es lotine tout seul aujourd'hui, je pense que tu as appris 1000 fois plus en bossant, je sais pas combien d'heures par jour, à explorer tous les sujets, à faire tous les métiers différents. Non, c'est sûr. Ok, trop bien. Trop intéressant. Et pour passer un peu au positionnement d'Offbound, j'ai vu ton dernier post LinkedIn aujourd'hui, je crois, ou hier, où tu Ah, disais que tu travaillais avec tout le monde, enfin, que tu refusais pas de clients. Pourquoi? ouais. Alors, est-ce que tu as lu la headline ou tu as lu le post en entier? J'ai lu le hook. Ouais, ouais, bah voilà. J'inverse. Ma question, normalement, c'est l'inverse, mais j'ai fait exprès. Ok, bah, effectivement, on ne bosse pas avec tout le monde pour le coup. Alors, d'ailleurs, c'est pas moi qui gère mon LinkedIn. Enfin, je veux dire, le post de Ok. hier, je pose voir. Enfin, j'ai un head of contenu justement qui gère ça. On pourra en parler. Mais Ok. Ouais. mais en fait, c'est extrait d'une vidéo. En fait, mon LinkedIn, j'ai pas envie de le gérer, ça me prend trop de temps. Mais c'est extrait d'une vidéo que j'édite. En gros, c'est après tout le sujet de comment tu fais le plus de contenu possible qui soit pas du coup, qui vienne pas de toi parce que sinon c'est un enfer, tu vois, d'être sur toutes les plateformes. Et en même temps, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi et qu'une personne dise quelque chose que j'ai pas envie de dire. Donc là, typiquement pour cet exemple-là, tu me parles de ça, donc je sais exactement ce que j'ai dit et ce que je vais te répondre. Mais ça vient d'une vidéo que j'ai tournée et ensuite du Ok. coup qui a été recyclée sous forme de post LinkedIn, juste Ok. pour comprendre. Ok. Et du coup, avec quel fondateur tu aimes bosser? Ouais. C'est quoi ton Alors moi client justement, cible? j'ai pris beaucoup de temps en fait à trouver ce positionnement de jeune fondateur B2B ambitieux et ça paraît entre guillemets un petit peu simple dit comme ça, mais en fait ça vient quand même de beaucoup de tests. Je trouvais que le B2B enfin, était très très old school, on va dire, dans ses méthodes, etc. Que les gens n'étaient pas du tout créatifs. C'était très très classique, très très chiant, tu vois, presque. Et à l'inverse, qu'en fait, tu avais plein de jeunes fondateurs qui étaient ultra smart et qui voyaient sur les réseaux, tu vois, uniquement bah écoute, vas-y, bah, si t'es smart, fais du e-commerce, fais de l'infoprenariat, ou alors Ouais. scam les gens, etc. Il n'y a pas trop d'entre-deux, tu vois. Et j'essaie d'être cette personne entre deux qui est non pas un infopreneur qui te vend du rêve, qui te dit que tu vas gagner ta vie uniquement après 3 semaines. J'ai pas envie d'être non plus, tu vois, une sorte de cabinet de coaching ou consulting, tu vois, extrêmement old school en B2B. Je pense que tu as un entre-deux qui est absolument incroyable et j'ai l'impression d'être presque seul, tu vois, sur ce marché-là. Je Ok. prends uniquement des personnes qui sont évidemment des fondateurs, qui s'attaquent au marché du B2B. Ça peut être des personnes qui ont des agences, des SaaS, des accompagnements, même des business parfois un peu autres, un peu créatifs. Dès que tu es en B2B, en tout cas, moi, dès que tu vends à des boîtes, ça m'intéresse. Je veux des personnes jeunes, forcément, parce que enfin, je suis jeune aussi et je trouve que enfin, les personnes entre 20 et 30 ans, en vrai, ont une dalle. Et quand tu es smart, tu peux vraiment faire des choses incroyables, surtout en B2B. Clairement. Et je précisais aussi ambitieux parce que, mine de rien, tout ce qui est, entre guillemets, il n'y a aucun mal à ça. Tout ce qui est freelance ou les personnes qui sont contentes, enfin, qui se contentent, tu vois, je sais pas, de gagner 3, 4, 5 000 euros par mois, c'est très bien. Mais forcément, moi, l'idée, c'est que j'ai un écosystème qui les accompagne sur toute la croissance. C'est pas rentable du tout pour moi qui veulent s'arrêter à 3, 5, 5K par mois, on va dire. Je veux des fondateurs qui fassent leur premier 10, 20K avec moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Tu vois, ils font leur, on va dire, 2 à 20K avec moi. Et j'ai plein de cas clients là-dessus. Je pense à Gaspard et tu vois, Mathéo, par exemple. Ok, Ok. bah, on passe de 3K à 20K avec Offbound. Une fois qu'on a fait les 20K, et ben, dans ce cas-là, on veut avoir les 50. Donc, on reprend un accompagnement. Et du coup, je les accompagne sur des années, en fait. C'est vraiment le focus que je veux avoir. Ok. Et il n'y a pas de minimum de chiffre d'affaires pour bosser avec toi? Alors déjà, enfin, tout ce qui est débutant, on prend pas, on prend que des gens qui sont avancés parce que le problème c'est que enfin, après du coup, comme il y a une vraie communauté, tu vois, au sein des off-band, on peut pas avec des fondateurs qui font beaucoup d'argent leur ramener d'autres personnes qui sont pas du tout qualifiées. Tu vois là, on va organiser un mastermind dans un mois avec tous les fondateurs. Tous les fondateurs font un minimum de chiffre d'affaires forcément, Ok. sinon c'est pas intéressant. J'ai envie de te dire au moins 2 3 cas par mois. Sauf exception, ça va être certaines personnes qui sont très avancées et juste qui repartent de zéro. Tu vois, je pense notamment à des SaaS. Certains SaaS ne font pas 3K par mois parce que ça peut être compliqué parfois quand tu te lances de faire 3K par mois avec un SaaS. Ouais. Mais ils sont très smart, ils avancent vite. Donc en vrai, on les prend avec plaisir, quoi. Ok. Et tu as quand même plusieurs, t'as pas que un profil type, tu en as plusieurs. Comment tu fais pour adapter un peu ton accompagnement à ces plusieurs profils, que ce soit une agence, un SaaS, un coach? Tu as plusieurs offres? Ouais, ça. Alors l'offre, pour le coup, en fait, l'offre, elle est uniquement dédiée sur le niveau, on va dire, d'avancement des personnes. En gros, plus ou moins, c'est de 0 à 20K par mois. Premier accompagnement, l'accompagnement principal. Ensuite, de 20 à 50,
Donc, beaucoup de clients Ok, ouais. qui ont fini l'accompagnement principal et qui upsell sur l'accompagnement de 20 à 50. Et du consulting one-one vraiment avancé uniquement avec moi pour le coup, pour ceux qui veulent aller vraiment taper les 100K par mois. Et c'est le vrai sujet de comment tu adaptes un accompagnement et comment tu fais, on va dire, pas de la formation, parce qu'évidemment, le sujet, quand tu parlais des fondateurs qui sont smart, qui sont ambitieux, tu vas pas leur dire, bah écoute, tu arrives, fais d'abord A, ensuite tu fais B, etc. Et de manière extrêmement, tu vois, template comme une formation, tu vois, pour débutants. Donc c'est un peu le gros sujet sur lequel j'ai travaillé. Là, actuellement, la structure qu'on a, c'est qu'en fait, on a plein de systèmes sur tous les pôles différents d'un business B2B, on va dire. Comment tu définis ton meilleur prix, comment tu structures ton offre, comment tu gères ton acquisition, comment tu fais la stratégie LinkedIn, comment tu gères ton Ok. recrutement, etc. Et en fonction du coup des priorités qu'on voit chez les gens, on les renvoie vers les bons systèmes à implémenter. Ok, trop bien. Et tu parles pas mal de digital, de tout ce que tu as mis en place. C'est vrai que tu as eu quand même une belle explosion, que ça soit sur LinkedIn, sur YouTube. J'ai vu que tu tapes souvent les 1000, 2000 vues. Tu as une grosse communauté. Comment tu as fait pour aller aussi vite? Enfin, ouais. Le, attends, je réfléchis à ce que j'ai dit le plus important d'un vidéo sur la partie comment tu construis une personal brand. Bah, le première étape, et en fait, je pense que 90% des gens s'arrêtent là, et en tout cas échouent à cette étape-là, c'est définir extrêmement précisément ta cible et ce que tu leur proposes. Parce qu'en fait, quand tu commences à créer du contenu, il faut être ultra limpide sur qu'est-ce que tu fais, qui t'aide, c'est quoi leur problème, c'est quoi leur objectif. Tu vois, genre là, tu peux demander, on va dire, ce que je faisais. Bon, bah, en 2 phrases, tu vois, je te réponds et c'est Ouais. clair. Si jamais tu n'as pas fait ce travail-là, et du coup, je le vois bien avec beaucoup de clients qui, en fait, veulent, entre guillemets, cramer des étapes, commencer à prospecter, commencer à faire du contenu, commencer à créer une brand. Mais si tu leur poses la question de concrètement, tu fais quoi, ils te font un monologue de 2 minutes. En fait, tu n'as toujours pas compris ce qu'ils faisaient. Donc, le vrai sujet, c'est être capable, en une seule phrase, de dire j'aide telle cible à atteindre tel objectif grâce à tel mécanisme. Et juste faire ça clairement et valider ça avec le marché. Une fois que tu as ça, ensuite, c'est extrêmement simple. Enfin, si je sais que j'accompagne des fondateurs B2B qui veulent faire 20, 50, 100 cas par mois, eh ben, mes vidéos, en fait, elles sont déjà faites. Enfin, la structure de mes vidéos est déjà faite. Si tu es un fondateur B2B qui galère avec la vente, voici comment faire, avec ton pricing de prix, avec ton offre, avec ton acquisition, avec ton inbound, avec tes recrutements. Et du coup, comme ça, c'est clair, ma stratégie de brand derrière, en vrai, est plus ou moins simple, on va dire. Ok. Ouais, non, mais c'est compréhensible. Mais par contre, le personal brand, moi, tu vois, j'en fais depuis allez, un peu plus d'1 an sur LinkedIn. J'ai commencé les shorts, etc., il y a quelques mois. Ok, C'est quand bien. même dur de trouver son bon format, c'est dur de tourner, c'est dur de monter. Est-ce que pour toi, déjà, tous les fondateurs sont faits pour le personal branding? Est-ce que tout le monde peut avoir des résultats grâce à ça? Alors, tout le monde peut avoir des résultats, oui. Est-ce que tout le monde est fait pour ça? Non, pour le coup. Et beaucoup de gens ont été un peu matrixés par le fait de fallait créer du contenu absolument. Alors, c'est le cas, ça marche trop trop bien et ce serait entre guillemets un mensonge de dire que ça marche pas parce que moi, ça a changé mon business, c'est presque changé ma vie, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais mine de rien, il y a quand même beaucoup de fondateurs que j'accompagne qui justement arrivent en disant bah, écoute, Valentin, on m'a dit qu'il fallait faire du contenu, comment je fais? En fait, quand tu creuses, ils sont excellents, excellents sur des sujets qui du coup sont pas du tout liés au contenu. Et en fait, faire du contenu, ça leur prend trop d'énergie, beaucoup trop de temps, enfin, beaucoup trop d'argent, tu vois, pour ceux qui délèguent ça. Alors que Ouais. toute cette énergie qu'ils mettent à faire du contenu alors qu'ils sont pas bons et qu'ils n'aiment pas ça, surtout, ils pourraient le mettre autre part. Et là, pour le coup, tu vois, genre absolument être brillant sur un marché. Ok, carrément. Bah, belle réponse. Et bah, j'ai l'impression que toi, tu as quand même une belle réussite là en 1 an. Bah, je le redis, mais pas mal d'entrepreneurs sont dans des communautés, des cercles privés pour aller aussi vite. Est-ce que toi, tu as un écosystème ou tu as vraiment fait tout seul? Bah, mon écosystème, en fait, je me suis bâti et c'est Offbound. Enfin, en fait, maintenant, c'est du coup ma vraie communauté. Tu vois, au-delà d'avoir des clients, enfin, là, on fait un mastermind dans un mois, tu vois, avec les meilleurs clients de Offbound. À la fois, c'est mes clients et je me dois d'être pro. À la fois, en fait, c'est devenu pas forcément des amis. Tu vois, il y en a quand même beaucoup qui sont avancés, du coup, à qui je peux networker, etc. Ça fait une grosse force sur d'autres personnes. Si je dis, bah, écoutez, les gars, j'ai besoin d'aide pour tel poste, bon, bah, d'un seul coup, tu vois, j'ai beaucoup d'audience là-dessus, beaucoup d'engagement. Donc, Ok. c'est super important, la partie communautaire. En vrai, c'est ce qui manque. Et c'est ce que j'ai essayé de construire avec Offbound. Au début, c'était pas forcément le cas. Tu vois, c'était un accompagnement vraiment one-to-one classique. Il y a tellement de demandes pour les gens qui veulent, du coup, tu vois, faire partie d'une communauté. Et là, du coup, c'est un gros focus qu'on a avec Offbound et avec Lucas, du coup, qui maintenant vraiment gère l'accompagnement. Ok. Comment tu crées le plus de dynamique, entre guillemets, communautaire au sein d'un accompagnement? C'est ce que les gens veulent. Donc, tu fais un événement en physique, par exemple, on va en faire beaucoup, tu vois. Il y a plein d'autres choses, tu vois. Tu fais des sessions communautaires en fonction des typologies de problèmes des gens, en fonction des
des types de business qu'ils ont, par exemple. Tu vois, juste après notre appel, on a un live avec tous les personnes de l'accompagnement off-band sur la partie branding, comment on refait leur branding. Trop Tu vois, bien. genre, tous ceux qui ont un problème là-dessus, on fait ça. On en fait 3 par semaine sur plein de sujets différents. Certains, on va dire, je sais pas, uniquement les agences IA dans l'accompagnement se font des calls entre eux. Là, Ok. récemment, j'ai lancé un truc qui a bien marché parce que les gens voulaient bosser ensemble. Tu crées un lien commun et tous les gens de l'accompagnement peuvent se connecter pendant qu'ils bossent et du coup lancer une session de deep work. En fait, Ah personne oui, parle. d'accord. Tu rejoins, t'as 6 gars, juste tu mets ta caméra. Du coup, si jamais tu te mets à scroller sur Internet, tu vois, les gens voient que tu bosses pas. Et c'est un gros sujet, hein. Comment tu crées une dynamique vraiment de communauté. Parce que pour répondre à ta question, bah, j'en ai pas autre que off-band. Ok. Mais je te confirme qu'en vrai, c'est super important pour le coup. Ok, ouais, bah carrément, nous, ça fait, enfin, c'est dur de trouver des bonnes communautés. On en a essayé plein. Et Ouais. pour savoir, ton school, toi, il est ouvert juste à tes clients ou il y a un système d'abonnement où les gens peuvent rejoindre avec des budgets un peu moins chers ou faut vraiment passer par toi pour rejoindre le school? Alors, passez par moi dans tous les cas, j'ai un sales qui close, donc je le dis aux gens si jamais ils sont déçus. Si vous prenez rendez-vous, on se verra pas au premier rendez-vous, parce que du coup, j'ai un sales qui gère ça, en tout cas, on se verra durant l'accompagnement. Ça, c'est uniquement réservé aux clients pour le coup. Ok. Alors, Et- j'ai 2 schools, j'en ai un qui est privé, c'est juste pour héberger les ressources de l'accompagnement off-band. J'en ai un qui est D'accord. public, celui-là, du coup, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a un peu plus de 2000 membres. Ah Ça, oui. c'est juste pour héberger, on va dire, mes contenus gratuits, mais c'est gratuit, c'est cadeau, on va dire. Ok, bon, on reviendra un peu sur cette partie, mais tu t'en sers pour faire de la vente derrière, les contacter, faire du nurturing ou pas du tout de ce school Ouais, avec 2000 membres? Nurturing en vrai incroyable. Enfin, je veux dire, avant que les gens rejoignent l'appel, tu leur envoies le school. Tous Ah ceux bah, qui sont sur YouTube, en fait, tu captes toute la data. En fait, ne serait-ce que juste le formulaire d'inscription à mon school gratuit. Je prends l'email, le LinkedIn, le WhatsApp. Ça fait que j'ai un peu plus de 2000 personnes sur YouTube. J'ai le WhatsApp perso, l'email et le lien LinkedIn de tous mes abonnés YouTube. ah Ce oui, qui est en vrai incroyable. insane, tu vois. Du coup, pour la prospection et pour le nurturing, tu peux faire des trucs incroyables. Ok, bon, ça on en reviendra un petit peu après, mais pour revenir un peu au début, du coup 2023, 2024, si je me trompe pas, tu avais une agence du coup de prospection Ouais. outbound au tout début, tu as changé, tu as mis une agence d'accompagnement, donc tu as fait un pivot de business. Ben, qu'est-ce que ça représente pour toi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? De vraiment d'aller de l'autre côté, d'aller former les gens au lieu de continuer la prospection pour des boîtes. T'as 2 manières de voir la chose. La première, c'est d'un point de vue purement rationnel. Je pouvais faire beaucoup plus de cash en faisant ça. C'est ce que le marché voulait. Tu peux Ok, faire beaucoup de cash en une agence, tu vois, de prospection classique. Mais je voyais bien qu'il y avait un immense gap. Enfin, ce que je t'avais dit, en fait, c'est ce que je côtoyais un peu les deux mondes entre le B2B vraiment classique, voire tu vois, le B2B, B2 boring, tu vois, genre un peu chiant. Et l'inverse, des gars ultra smart, ultra jeunes qui, en fait, se retrouvaient pas tellement, tu vois, sur la partie B2B. Et donc, quand j'ai vu ça, en mode, bah, là, je peux créer non pas seulement juste une agence, mais un vrai, tu vois, un mouvement, tu vois, au-delà de juste la partie accompagnement, uniquement pour les jeunes fondateurs qui sont smart, qui veulent aller vite, qui ont l'ambition, mais qui veulent pas, entre guillemets, faire des systèmes très très classiques, ennuyants en B2B. C'est surtout pour ça que je l'ai lancé. Et d'un point de vue plus perso aussi, ça se, ça se mariait très bien, en tout cas beaucoup mieux, sur ma vision long terme, qui est du coup de là, construire off-band, ensuite du coup de créer un écosystème. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé la holding également, avoir beaucoup de boîtes qui orbitent autour, que ce soit du coup des SaaS, d'autres agences, ok. d'autres business d'accompagnement, tu vois, sur les prochaines années, et avoir un accompagnement, on va dire, principal, qui ensuite t'aide à prendre des parts, à scaler des business dans plein de niches différentes, c'est en vrai le meilleur modèle que j'ai trouvé jusqu'à présent en tout cas. Ok. Toi, le but plus tard, c'est d'essayer de prendre des parts dans certaines boîtes, de les aider à fond et de prendre des Alors ça parts. c'est un grand sujet, le mythe en fait de on t'accompagne, on prend des parts, il est très compliqué, parce Ok. que prendre des parts c'est simple quand tu es là au début en fait, quand tu crées la boîte avec la personne, parce que prendre des parts une fois que la personne elle fait déjà, on va dire, un certain chiffre d'affaires, c'est quand même très compliqué parce que déjà tu n'as aucun moyen de valoriser, tu vois. Enfin, concrètement, je te paye combien, tu me donnes combien de parts, c'est quand même très compliqué. De deux, à moins que tu sois un SaaS ou un business qui est revendable, c'est ce que je Ouais. disais récemment dans une vidéo, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, prendre des parts dans une agence, en général, une agence encore plus Ça dans se son tient. accompagnement, ça se revend pas, tu vois, c'est un business de cash flow. Donc ça a aucun intérêt, tu vois, de faire ça. Les deux Ouais. manières, du coup, dont je vais faire ça pour prendre des parts, c'est soit tu fais uniquement, et là c'est un peu technique, je pense que ça peut intéresser les gens vu ton audience, soit du coup tu fais du ref share avec des contrats, dans le sens, ça sert à rien de prendre
10, 20, 30% d'une agence qui, dans tous les cas, entre guillemets, ne va pas se faire racheter, où il y a très très peu de chances qu'elle se fasse racheter. Et même si elle se fait racheter, ce sera sur des multiples très très bas. Par Mhm. contre, tu peux faire un contrat de je prends 10, 20, 30% du chiffre d'affaires sur la prochaine année, tu vois. Et là, du coup, tu fais un contrat précis là-dessus. Ça a du sens. Et l'autre brique, c'est par contre, du coup, tu lances des projets de zéro. Et dans ces cas-là, bah, typiquement, je ne serai peut-être pas le fondateur principal, Ouais. mais je prends des gens dans l'accompagnement. D'ailleurs, on m'a déjà proposé de faire ça, c'est pour ça que je sais que ça marche bien. Écoute, Valentin, je lance une agence, je lance un SaaS sur tel sujet. On a déjà le fondateur, la personne qui va gérer, je sais pas, la partie produit. On aimerait bien, du coup, que tu on va dire, intègres la boîte, tu prends, je sais pas, 10-20% des parts, tu nous fais du consulting, entre guillemets, en illimité, t'en parles publiquement et du coup, tu te dis que tu es impliqué dans cette boîte-là. Ça, c'est un modèle qui est en vrai très intéressant si tu fais ça bien. Ok. Et ça, t'attends quoi pour lancer un peu ce nouveau business model? J'attends. Alors, je suis très impatient, j'ai bien envie de le faire. Ça sera un peu trop tôt parce que Ouais. Offbound dépend encore de moi. En fait, le jour où absolument tout tourne sans moi sur la partie Offbound, alors c'est toujours un peu théorique, enfin, ton business ne tourne jamais sans toi. Tu vois, actuellement, j'ai déjà une personne qui gère toute la partie accompagnement, une personne qui gère la partie acquisition. Tu vois, j'ai mis des head of un peu partout, une personne qui gère la partie sales, une personne qui gère la partie Ok. contenu. Pour l'instant, ça tourne pas encore entre guillemets à 100%, mais je pense que je suis à quelques employés que Offbound puisse presque tourner, on va dire, sans moi, point de vue day to day. Ok. Et ces personnes-là, bah, tu en parles depuis tout à l'heure, les personnes qui t'aident au quotidien dans ton business, c'est des quoi c'est un modèle collaboratif ou c'est des freelances qui t'aident par mission ou c'est vraiment des salariés? Ouais, alors, je veux pas dire salarié, sinon le fisc français va me rattraper parce qu'effectivement, enfin, ils ne sont pas en CDI. De toute façon, ils ont un modèle de freelance où du coup, je les paye, ils ont peut-être deux trois clients à côté, mais j'aime Ok. pas le principe de j'ai un freelance qui fait tel truc, etc. Ou j'ai une personne qui fait tel truc. Moi, je bosse avec des gens sur le très très long terme. J'ai une très petite équipe, tu vois, mais c'est uniquement des Ouais. personnes qui sont à full commit, tu vois, sur Offbound. J'ai Owel qui est Head of Acquisition, qui gère toute la partie acquisition. Andriam qui gère toute la partie contenu, donc Head of Contenu. Guillaume qui gère la partie Sales, donc Head of Sales. Et le dernier, là, entrant, Lucas qui gère, entre guillemets, toute la partie accompagnement product, place, on va dire, un COO, Head of Operation. Mm. Et juste avec ces personnes-là, en fait, qui sont vraiment en full time, qui sont à fond là-dessus, je suis persuadé que c'est bien mieux que d'avoir plein de petits freelances qui font des petites missions par-ci par-là, quoi. Ouais, bah, carrément, mais ça, bah, nous, Winnoble, on applique exactement pareil, c'est-à-dire que tous nos personnes qui nous aident au quotidien, c'est sous modèle collaboratif, donc c'est des freelances, même s'ils sont appliqués à 95%. J'ai rencontré du coup Léo Poitvin, fondateur d'Astrat, qui fait exactement pareil. J'ai rencontré un autre fondateur d'agence il y a 2 semaines qui fait exactement pareil. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai tournant dans le modèle des nouvelles boîtes d'embaucher plutôt des freelances qui ont une vraie expérience plutôt que d'embaucher en salariat? Que tu penses que c'est un tournant? Ton point, c'est que maintenant les gens embauchent, enfin, embauchent, attention, en freelance plutôt qu'en CDI, c'est ça? C'est ça pourquoi j'ai l'impression que c'est un modèle qu'on voit de plus en plus bah, de chercher des freelances plutôt que des CDI. Parce que ça coûte moins cher, hein. Pour toi, c'est juste la bonne raison? Franchement, ouais. Enfin, je veux dire, si c'était le même prix, je les prendrais en CDI et je les loquerais. D'ailleurs, j'aimerais bien, en fait, parce que mine de rien, en fait, un CDI, c'est quand même du coup loqué, la personne ne peut pas partir, tu vois, du jour au lendemain, ce qui est le cas pour un freelance. Donc en soi, c'est uniquement un point de vue fiscal. Sinon, en vrai, je vois pas forcément de différence entre les deux. Ok. Ouais, moi, je vois aussi la chose. Ils sont quand même entrepreneurs, les freelances. Donc, ils vont forcément plus se la buter, par exception, mais plus se la buter sur le projet, plus se la buter pour l'expansion de la boîte en étant freelance qu'en étant salarié en 35 heures. J'ai un peu cette vision où les personnes, ils sont patrons de leur entreprise, ils doivent réussir leur mission à 100% pour se garder. C'est plus simple de se faire virer aussi en freelance qu'en salarié. Donc il y a aussi tout ça qui est plutôt cool en embauchant des freelances plutôt que des salariés. Enfin, je trouve en tout cas. Ouais. Je suis d'accord après pour avoir l'autre vision, parce que j'ai beaucoup de fondateurs malheureusement à qui c'est arrivé. Le problème en Ok. freelance, c'est que enfin, demain matin, tu vois, là, enfin, ta team, peut-être même ma team, tu vois, même si moi je les ai quand même loqués sur le plus long terme, peuvent partir, tu vois. Et là, du coup, il n'y a aucune obligation. Et là, quand tu as une agence qui commence à bien tourner et que d'un seul coup, tu as deux de tes freelances principaux qui partent du jour au lendemain parce qu'ils ont le droit, c'est dans leur droit, là c'est compliqué en vrai. Donc, Ouais. faut savoir faire la part des choses, quoi. Ok. Ouais, c'est peut-être aussi le meilleur modèle pour en tout cas commencer à vraiment scale pour notre type de boîte, quoi. Et après, plus tard, leur structuration, commencer à vraiment structurer en interne. Je sais pas, nous on n'a jamais trop structuré en interne et de salariés, donc j'ai pas forcément d'avis encore dessus, mais ok. Bah pour revenir un peu au début, tes premiers clients, comment tu les as eus?
Ça, c'était Upwork Malte. Et j'y allais Ah comme un ouais? bourrin. Ouais, comme un bourrin. Parce que là, j'étais vraiment personne pour le coup. C'est une bonne question parce que j'en parle pas assez. Mais c'est ce qui me rend fou, c'est quand je raconte, entre guillemets, comment je l'ai fait, les gens me disent: Ah ouais, mais toi, c'était facile, t'étais déjà connu, ouais, c'était facile pour toi. Non, genre, j'avais 20 piges à l'époque, j'avais rien, genre, juste rien du tout. Je me crée un profil Malte et Upwork. Et avec la logique que j'applique encore maintenant, Ouais. comment tu fais genre 10 fois plus que les gens, tu vois? J'ai pas créé un profil Malte, j'en avais créé 10. J'avais créé 10 profils Malte, à chaque fois avec des spécificités différentes. Cold Ok. email, je savais pas que ça avait marché en fait. J'avais fait expert cold email, expert ads, expert, et en fait plein de typologies de profils différents. Encore une fois, tu vois, A/B testing, le truc classique en business, tu vois. Tu lances plein de choses, tu vois ce qui marche. Donc je répondais à toutes les offres une par une, tu vois, avec Ok. 5-10 profils. Parce qu'en fait, Malte ne te banne pas, même si tu as des doubles profils avec ton nom, tu peux encore modifier un peu ça. De manière purement rationnelle, je vois que la partie, mon profil Malte en cold email a beaucoup plus de trafic et beaucoup plus, on va dire, de traction que les autres. Ok, dans ces cas-là, je me focus sur ce sujet-là, tu vois. Une fois que je l'avais, encore pareil, je prends la partie freelance, cold email, je la lance sur Upwork, je la lance sur d'autres systèmes, je commence à en parler sur LinkedIn, j'étais encore personne. Pour optimiser la vitesse, tu baisses tes prix de fou. Premier client, tu vois, je savais même pas comment faire du cold email, j'ai réussi à le signer sur 250 euros par mois. Ça, Ok. c'était royal. 250 euros par mois, là, tu es très très bien en fait. Ah bah Pour, clairement, ouais, continue. pour un taf qui m'en coûtait, je pense, 10 heures par semaine, genre le truc le moins rentable du monde. Mais au moins, une fois que j'avais un 2 3 clients là-dessus, je capitalise là-dessus. J'en ai un ou deux, du coup, je peux avoir les un ou deux suivants. Et en fait, du coup, bah, constamment, tu vois, je fais ce travail-là. Moi, c'est ce que je répète à mes clients. La partie cas client, en vrai, c'est le truc qui marche le mieux. Enfin, beaucoup de gens, tu vois, essayent de réinventer la roue. Qu'est-ce qui marche en marketing? Qu'est-ce qui marche en acquisition? C'est quoi tes cas clients? C'est le truc qui est 1000 fois plus simple pour closer, pour attirer ses clients. Le plus compliqué, c'est quand on as pas. Donc c'est pour ça que pour moi, la prio, c'est même s'il faut bosser gratuitement, même si entre guillemets, là, faut me tuer à la tâche pour 200 euros par mois. Bon, bah à la fin du mois, j'avais un cas client. Une fois que j'en avais un, je pouvais non pas proposer 250 euros, mais proposer 400 euros peut-être par mois. Ok. Ok, c'est passé. Et après, au fur et à mesure, du coup, tu montes quoi. Ok, tu as monté petit à petit. Donc ça, c'est pour le modèle un peu, du coup, quand tu faisais l'agence de prospection. Et du coup, après, tu t'es créé une autorité en parallèle. Et quand tu as commencé Offbound, pardon, tu avais déjà une autorité sur LinkedIn? Ouais, ça, c'est quand même beaucoup plus simple quand j'ai lancé Offbound parce que j'avais déjà une bonne audience. Le, Ce que j'ai fait, ce que je conseille à beaucoup de gens, c'est d'être concentré sur un seul canal à chaque fois. Parce que Ok. beaucoup de gens, tu vois, qui rejoignent me disent, vas-y, je me lance sur LinkedIn et aussi YouTube et aussi Insta, etc. Pire manière, tu vois, de se défocus. Les gens ont l'impression que je suis partout parce que maintenant je suis partout. Mais au début, j'étais uniquement focus LinkedIn. Bah écoute, Ok. vas-y. Là, comment je suis focus LinkedIn, comment j'expose sur mon marché. J'avais pris mes 10 premiers abonnés, enfin mes 10 000 premiers abonnés, je les ai pris, tu vois, en moins d'un an, en partant Ah de oui. zéro. Donc en fait, enfin, ce delta-là, tu vois, est pas mal agressif parce que j'étais ultra agressif sur toutes les stratégies que je partage dans l'accompagnement off-band. Une fois que LinkedIn marchait bien, ensuite j'ai switch vers YouTube. Quand tu vois, Ok. mon YouTube est quand même récent, tu vois, il y a un peu plus d'un an, je pense un an et demi maintenant, mais c'est quand même plus ou moins récent. J'envoie du coup mon audience LinkedIn vers YouTube. Une fois que YouTube marche bien, je lance School. Une fois que School marche bien, je lance la partie newsletter. Et là, du coup, c'est le dernier en date. Je me lance un peu sur Instagram. C'est pas trop mon écosystème, mais du coup, on va essayer de faire ça correctement. Et du coup, à chaque fois, je fais ça vraiment progressivement pour le coup. Ok. Et cette stratégie que tu as suivie un peu sur ton personal brand, tu penses quand même avoir fait des erreurs durant ton parcours de personal brand, hein? Bah, j'en ai fait beaucoup. Déjà, la première erreur que j'ai pas faite et qui a sauvé ma vie, c'est que j'ai pas abandonné, que j'ai pas arrêté. Parce que bon, tous les fondateurs que j'accompagne, le vrai sujet, c'est j'arrête de le faire, ou alors juste je Ouais. jette l'éponge. Donc, l'erreur que j'ai pas faite et qui est la plus importante au-delà de tout, c'est juste j'ai pas abandonné, j'ai pas arrêté. Parce que bon, enfin, faire des vidéos YouTube quand tu fais 10 vues, faire des posts LinkedIn quand tu fais 100 vues maximum, ah, c'est compliqué, hein. T'as envie d'arrêter, mais au fur et à mesure, t'arrives à faire mieux. Sinon, les quelques erreurs que j'ai faites, si jamais je peux faire si je peux faire gagner un petit peu de temps aux gens. L'erreur que j'ai faite et que j'ai réussi à rattraper, mais en tout cas qui a coûté très très cher à certains de mes amis Ok. qui ont jamais réussi, tu vois, à s'en remettre, c'est ne pas faire de personal brand, enfin ne pas parler uniquement de ton expertise, mais parler également de toi. Parce que le problème, c'est que si jamais tu as une expertise qui est propre à toi, typiquement en cold email, si j'avais parlé uniquement de cold email à 100%,
ça aurait été terrible parce que le jour où du coup Ouais. je serais parti du cold email, donc du coup pour créer mon agence ou pour créer mon accompagnement, j'aurais perdu toute mon audience. Et malheureusement, j'ai des copains qui étaient comme ça, qui étaient la référence sur un sujet. Ils en parlaient uniquement de ce sujet-là. Et le jour où ils veulent changer, parce que c'est normal, un jour tu dois changer, tu perds genre toute ton audience d'un seul coup parce que ton audience ne suit pas pour toi, mais pour ton expertise. Et quand j'ai appris ça, du coup, j'ai volontairement, tu vois, changé un petit peu et fait un peu plus de perso. Non pas que c'est nécessaire, enfin, non pas que j'aime bien, mais en tout cas, c'est juste nécessaire de le faire. Et j'ai commencé à raconter plus ma vie, tu vois. Donc c'est pour ça que les gens savent que je vis à Budapest, ça va un petit peu mon côté perso. Sur YouTube, je me mettais à faire des vlogs, tu vois. Et c'est Ok. con, et tu vois, ça paraît d'être un défocus, mais en fait, c'est ultra important d'avoir fait ça. Parce que les premiers vlogs que j'ai fait, je les ai fait quand j'avais encore mon agence. Les gens Ok. se sont attachés à moi, pas seulement à mon expertise de la partie cold email. Donc quand j'ai changé de business, j'ai pu garder l'audience qui était là, parce qu'ils me suivaient pas seulement juste sur la partie ah, il est bon en cold email, mais juste c'est Valentin Tommy, il est smart, il me donne des conseils plus ou moins on va dire, intelligents, donc je continue à le suivre. Ok. En tout cas, tu as été très smart dans ton personal brand vu les chiffres aujourd'hui en seulement un peu plus de 2 ans, c'est ça, 1 an et demi? Ouais, 2 ans, ouais, 2 ans, deux 2 ans, ans. ouais. Ok. Et c'est quoi un peu tes prochains, on pourra y revenir un petit peu après, mais tes objectifs purs en termes de personal brand? Pas en termes de business, de chiffre d'affaires, juste en personal brand sur les réseaux. Ouais. Déjà, là, le luxe que j'ai, c'est que je peux vraiment me focus là-dessus. Parce que là, le mois de mai était enfin, pas compliqué, mais en tout cas, était exigeant parce que j'ai recruté pas mal de gens chez Offbound, etc. Maintenant, j'ai une Ok. personne qui gère la partie accompagnement, tu vois, Lucas, comme je t'en parlais, et d'autres personnes. Donc là, presque mon seul job, au-delà de tous les jobs que j'ai, c'est vraiment de créer du contenu maintenant. Alors qu'avant, du coup, je devais être Ok. un peu partout. Donc là, je peux vraiment upgrade. Et là, du coup, on a une vraie stratégie beaucoup plus, on va dire, agressive sur le contenu. Je sais pas à quel point tu as pu voir, mais tu vois, genre, il y a Instagram qui a été créé. J'ai ouvert 2 chaînes YouTube en plus d'avant. C'est Maintenant, vrai, j'ai vu. j'ai 4 chaînes YouTube, alors qui sont encore au tout début, mais tu vois, on a un vrai focus à faire là-dessus. Si j'avais une ambition, ça serait craquer Instagram. Je pense que vu ma cible et vu mon accompagnement, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Je suis encore Ok. très débutant, je comprends pas forcément tout, mais je me forme et je pense avec la même rigueur dont j'ai réussi, tu vois, sur YouTube et sur LinkedIn, je pense que je peux le faire sur Instagram. Donc on va avoir ça. Ok. Et aussi craquer YouTube avec des formats beaucoup plus créatifs. En vrai, tout le monde voit les mêmes formats et les gens en ont marre tu vois, vraiment de ça. Et il faudrait que je trouve une nouvelle, on va dire, ligne directrice, beaucoup plus axée sur enfin, la beauté. Enfin, c'est un peu con, mais tu vas faire des belles vidéos. Au-delà de juste donner de la valeur, faire quelque chose qui est beau, parce qu'aujourd'hui, tu vois, genre, l'inflation du contenu est énorme et du coup, les gens sont en concurrence avec, je sais pas, 10, 100, 1000 concurrents qui font pareil. Et juste faire du contenu qui est intéressant et qui est beau, je pense que tu as un vrai edge à faire là-dessus. Donc, c'est un peu mon focus là. Du coup, j'investis, tu vois, j'ai acheté des caméras, j'en ai encore racheté. On va essayer de faire Magnifique. du beau contenu, on va dire. Ok. Et ça, tu te fais aider ou c'est un peu ton côté artiste qui prend le dessus pour faire tous tes contenus? Je me fais quand même aider. Il y a une agence vidéo, tu vois, typiquement, Ok. des Français qui sont à Budapest, qui sont très forts, qui vont m'aider, tu vois, typiquement pour la partie mastermind, etc., qui me donnent des conseils. Trop Après, bien. ce que j'aime bien, c'est tester de mon côté pour, du coup, bah, voir comment ça marche et l'internaliser. Donc Ok. là, tu vois, juste avant notre podcast, j'étais en train de monter, j'étais en train de monter une prochaine vidéo YouTube, tu vois, qui sort, bah, du coup, demain, à la même heure. Ok. C'est pas du tout mon taf de monter une vidéo YouTube, j'ai quand même d'autres trucs à faire, tu vois, et normalement je suis censé le déléguer, mais je le fais une fois avec du coup le nouveau format que j'ai en tête. J'y passe 4 heures, je documente absolument tout ce que j'ai appris et comment le faire. Je transforme ça du coup en SOP, donc on va dire en processus, et ensuite je donne ça à mon head of contenu en disant bah écoute, voici telle vidéo et voici comment je l'ai fait, maintenant tu peux faire pareil. Et du coup je fais ça à chaque fois, donc j'essaye on va dire de savoir ce que je fais, tu vois, sur Instagram. J'aurais pu bêtement, je sais pas, me prendre une agence Instagram, tu vois, que tu payes 2 000 € par mois qui gère ton Ouais. Instagram à ta place, mais je suis pas trop fan. Je préfère me dire, vas-y, bah, je m'isole pendant 5 jours, je fais que ça, et ensuite j'arrête, je donne la SOP, et du coup, c'est mon de contenu qui gère, par exemple. Ouais, de toute façon, ça c'est la clé en tout cas pour une délégation réussie, c'est de faire soi-même avant de déléguer quoi. Ouais. Donc, ok. Bon, on s'écarte un petit peu, mais j'ai encore une question sur Vas-y, le vas-y. personal brand. Bah non, mais c'est bon, hein. On s'écarte pas, hein. C'est On un gros, gros s'écarte, sujet. non, on s'écarte pas et en plus je pense qu'on va y revenir parce que c'est le plus gros sujet du moment. Mais le personal brand, moi comment je le ressens des fois, c'est est-ce que t'as pas l'impression qu'on devient plus créateur de contenu des fois que businessman, développement d'agence? Est-ce qu'il peut pas avoir ce switch dans la tête où des gens se disent ah, bah en fait là je suis un créateur de contenu simple quoi. Je suis un influenceur, je suis un. Enfin, comment toi tu fais la liaison entre les deux, entre la création de contenu et le fait de rester dans le business, dans la stratégie? Ça, l'immense problème que je vois avec les fondateurs que j'accompagne, c'est que beaucoup pensent trop à devenir créateur de contenu, alors que leur business model n'est pas du tout lié à ça. Ok. Et c'est un peu le piège, en fait, parce que moi, je crée du contenu parce que j'ai un accompagnement.
Donc c'est quand Ouais. même la meilleure chose pour vendre, tu vois, parce que du coup les gens rejoignent Lovebound pour les méthodes que je donne. Les gens qui prennent plusieurs minutes, plusieurs heures de leur temps à regarder mon contenu sont la même cible de gens qui veulent se faire accompagner pour atteindre, je sais pas, 20, 50, 100 cas par mois avec leur business en B2B. Alors que pour beaucoup d'agences, tu vois, typiquement comme toi ou pour beaucoup de clients, le truc un peu bête parfois que certains font des clients, c'est vas-y, bah, je suis une agence SEO, je vais aller regarder ce qui marche en SEO sur YouTube. Hop, je contacte et je copie-colle des formats, mais c'est des formats qui sont faits soit par des infopreneurs, soit par des créateurs de SaaS, et pas du tout Ouais. par des fondateurs d'agences. Typiquement, je prends un exemple, mais si jamais tu as une agence SEO et que tu veux que les gens te payent 2, 3, 4, 5 000 euros par mois pour déléguer ton SEO, faire une formation gratuite SEO pendant 4 heures, en vrai, ça n'a aucun intérêt parce que les gens qui vont regarder la formation gratuite SEO pendant 4 heures, c'est pas la même cible de personnes qui ne s'y connaissent pas du tout en SEO et qui veulent te déléguer le SEO. Et ça, c'est un peu le gros problème que je vois avec beaucoup de clients. C'est genre avoir une brand, enfin une personal brand qui est vraiment adaptée à ton type de business. Ok, très clair. Et du coup, par exemple, quel business tu vois où il faut pas faire de personal brand, par exemple? Si tu as un exemple. Bah, en fait, il faut toujours avoir une personal brand, tout dépend de la forme. Donc, je prends l'exemple tu vois, d'une agence. Il faut avoir une personal brand, c'est important, ça marche très très bien. Et les gens suivent des personnes, pas forcément des boîtes. Ok. Mais faire des tutos, on va dire, formation gratuite sur ton sujet quand tu es une agence, pour moi, c'est une mauvaise idée. Alors qu'à Ah, l'inverse, ok. tu fais du coup. Alors que si tu fais du coup des formats de comment choisir son agence SEO, par exemple, tu vois, je prends l'exemple, tu vois, je pense plus ou moins ce que tu fais, tu vois, enfin, toi, tu es plus. Ok. Mais genre, un truc comme ça. Comment choisir son agence et tu t'adresses à des fondateurs qui ont déjà du cash, qui veulent déléguer à une agence et tu fais une vidéo qui explique comment choisir son agence, t'attires 1000 fois plus de personnes qualifiées que si tu faisais une formation gratuite sur ton sujet, par exemple. Ok. Bah, très bon conseil de ta part. Nous, c'est vrai qu'on Ouais. fait un peu les deux. On a testé les deux. Mais oui, c'est vrai que tu as raison. S'adresser directement aux fondateurs et qui veulent vraiment, qui ont un vrai besoin, de toute façon, c'est la clé. Et c'est là aussi, j'ai du mal sur mon Instagram à faire des vidéos qui marchent. C'est comment faire des formats qui vont vraiment plaire aux fondateurs au lieu que des simples tutos, des trucs tout bêtes, etc. C'est de trouver ses formats, trouver ses titres. Ça, c'est compliqué dans la personal brand, j'ai l'impression. J'ai oublié une petite question dans qui tu es vraiment tout à l'heure. Ah, Et vas-y, je l'aime vas-y. bien. Elle est peut-être bateau, mais j'en suis sûr, ça peut intéresser plein d'autres fondateurs. C'est quoi un peu ta routine en Hongrie? Qu'est-ce que tu fais d'une journée de A à Z? Je me réveille tôt, 6 heures, parce que je me réveille. Enfin, c'est un peu la beauté avec les oiseaux qui font du bruit, donc ça, Ok, c'est sympa. En général, je pars courir direct, au moins ça me réveille, quoi. Je fais un petit tour, soit dans une petite montagne à côté, soit autour de la maison. Très tôt, je médite rapidement, c'est important, je ok, précise, je le fais quand même tous les jours juste pour commencer. Et à partir de 8 heures, on va dire, je commence, je m'installe. Alors, du coup, bon, j'ai un peu la chance, en général, je suis juste ici, genre là, j'ai mon setup et j'y passe quand même beaucoup de temps. ok, trop bien. Je bosse, je fais une sieste tous les jours, ça c'est important. Toujours une sieste. Et en général, le matin, bah, je réinvente pas la roue, hein, c'est tout ce qui est créatif, créer des SOP, etc. Après-midi, avant c'était les appels avec la team, etc. Mais j'ai quand même de moins en moins d'appels, en vrai, parce que du Ok, coup, je délègue de plus en plus. En général, après 17 h, j'ai quand même soit des calls clients, soit du coup des lives que je fais bah, du coup, tous les jours avec les gens de l'accompagnement sur des sujets différents pour les accompagner là-dessus. ok, Et je me couche tôt. Je vois quelques potes, il y a beaucoup d'entrepreneurs français, on va dire une à deux fois par semaine. Et sinon, du ok. coup, ça répète ça tous les jours, hein, tous les jours. Ok, et c'est quoi la chose la plus qui influence le plus ta façon de bosser? Est-ce que c'est une personne, quelqu'un? C'est la méditation. La méditation, ok. Ouais, Et ça, enfin, c'est t'as un niveau de. Alors, quand tu le fais pas une journée, tu t'en rends pas trop compte, mais le faire tous les jours, t'as un niveau de focus, tu vois, juste d'écharpe, et ça t'évite en fait de retomber dans plein de penchants négatifs, tu vois. Genre, si tu médites correctement, juste après, tu vas pas aller scroller pendant une demi-heure sur Instagram, tu vois. Si jamais tu médites correctement et que t'es en bonne forme, et que genre tu cours, tu vas méditer, tu prends une douche, t'as pas envie de manger un McDo juste après, tu vois. En fait, et juste ça, même si c'est ne serait-ce que tu vois 10-15 minutes par jour, en tout cas tous les matins, ça ok. cadre entre guillemets tout mon comportement pour la journée. Et dès que je le fais pas, je vois bien quand ensuite tu vois, je me mets à partir en couille. Donc ça marche vraiment très bien pour le coup. Ok. Et la méditation, t'es rentré dedans comment? C'est quelqu'un qui te l'a dit, un autre entrepreneur? Ça, ma mère est beaucoup là-dessus, donc c'est quand j'étais très jeune, tu vois, elle m'a quand même un peu éduqué là-dessus. Alors évidemment, parfois je le faisais, parfois je le faisais pas. Là, je reprends ça. Donc après, il y a plein de formes de méditation, hein. Tu peux méditer en étant assis, tu peux méditer en courant, tu peux méditer en marchant, tu peux méditer en mangeant. Mais juste, genre, vivre dans le silence et prendre conscience, tu vois, de ce que tu fais, de ce qui se passe, quoi.
Ok, trop intéressant. Tu as fait des vidéos sur ce sujet ou pas du tout? Non, 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 mais C'est un bon sujet. ouais, après, ce serait du très très top of the funnel, quoi. Genre là, tu prends tous les gens qui méditent et tu pries pour qu'il y ait les fondateurs B2B dans le lot. Je préfère être un peu plus précis dans mon ciblage, mais je pourrais. Enfin, en tout cas, il y a des choses que je partage dans mon accompagnement privé, par exemple. Parce qu'en fait, comme ça, c'est un petit peu, on va dire, ma cour de récré. Tous les gens que j'accompagne, je montre comment je médite, etc. Mais publiquement, je- compliqué que ça me ramène des clients, je pense. Ouais, après, c'est du tofu, mais si tu tournes le contenu en mode comment méditer pour mieux, je sais pas, hein, être plus productif, etc., en tant que fondateur. Par exemple, j'ai lu un livre hier de Ray Dalio, qui est un milliardaire Ouais, ouais. américain. Lui, il parle de la méditation pendant je sais pas combien de pages au début. Je pense que ça peut intéresser tellement de fondateurs aujourd'hui de bien savoir méditer pour pas être distrait par les réseaux, plein de choses. Je pense que ça peut être un bon contenu. Après, oui, c'est sûr que c'est pas le contenu qui va t'apporter direct un client, quoi. Mais ça peut intéresser pas mal de fondateurs, je pense. Ouais, 100%. Bah, je suis en train de revoir ma stratégie de contenu, tu vois, actuelle. C'est le genre de vidéo que je pourrais ajouter, en fait. Si t'as des bonnes vidéos qui convertissent, tu peux aller tenter de taper, de partir. Pour le coup, là, des vidéos comme ça peut vraiment partir, on va dire, virales. Enfin, comment je médite, comment je médite en tant que fondateur B2B, je sais pas, qui fait X ou tu fais des trucs comme ça. Ouais. Tu peux aller lier les deux, ouais, c'est vrai. Ok, bah merci pour cette petite aparté sur la, sur la méditation. On va aller un peu au chemin. On a parlé un peu de ta famille qui s'inquiétait, ton entourage qui s'inquiétait. C'est à quel moment où tu t'es dit, allez, c'est bon, entre guillemets, j'ai réussi, ou je sais que ça va marcher, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, quand tu as senti le truc que ça a vraiment commencé à tourner, quoi. Bah, de manière symbolique, c'était quand je, je suis revenu à Noël, tu vois, genre voir ma famille quand j'étais pas là. Et Ok. c'est un peu con, mais tu vois, genre, je venais d'avoir 21 ans. J'ai offert, je vais faire une montre à mon père et des vacances à ma mère. Et je me rassure, Magnifique. enfin, je les rassurais autant eux que moi, tu vois, en mode, écoutez, genre, c'est un peu con, tu vois, mais c'est bon, genre, vous en faites plus pour moi. Au contraire, c'est moi maintenant qui vais gérer ça. Donc, ça, je pense que c'est très, très concret pour moi et pour eux. Tu vois, je marquais le cap en mode, tu m'as vu partir, j'étais paumé, etc. J'étais étudiant et j'avais pas de cash. T'inquiète, maintenant, c'est bon. Genre, c'est réglé, on va dire. De ma vision, c'est encore que le début, parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Mais au moins, de manière publique, les gars, c'est bon, j'ai réussi, entre guillemets, vous pouvez le dire. Je suis tranquille. Maintenant, ça se passe bien, quoi. Ok, trop bien. Et est-ce que tu as eu une énorme perte à un moment dans ton parcours entrepreneurial, d'argent ou de temps? Perte d'argent, j'en ai jamais eu énorme, mais du coup, bon, j'en ai perdu plein dans plein de trucs différents. Tu vois, Ok. je pense que c'est un peu le jeu. J'ai des pertes récurrentes qui n'ont pas été très rentables, mais c'est pas forcément très grave. Faut tester pour voir. Perte de temps. Bah, l'immense perte de temps, c'est que j'ai fait en école, mais tu vois, bon, à la rigueur, j'étais pas encore entrepreneur, on va dire, donc c'était pas forcément une perte de temps. Hmm, non, justement, je pense que c'est un peu ma chance. Enfin, j'ai réussi à très vite savoir quand c'était une perte d'argent, surtout une perte de temps, et du coup à stopper totalement. Je n'ai pas l'exemple en tête, mais tu vois, il y a plein de choses. Je me suis lancé là-dessus. Au fait, au bout de 3 jours, j'ai vu, bah écoute, vas-y. Là, je Ok. m'arrête là parce que je pense que je perds du temps. Là où beaucoup de gens ont peut-être pas assez le recul là-dessus. Et en fait, parfois, une mauvaise décision, tu vois, les emmène sur 3 mois, 6 mois, 1 an de perte. Moi, Hmm. rapidement, je me suis posé les bonnes questions. Et la vision que j'avais, en fait, je l'ai gardée, quoi. Ok. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose où enfin, qui a vraiment fait la différence, un truc que tu as activé durant ton parcours? Bah, personal brand, ça a quand même changé beaucoup de choses. Ok. Personal brand, ça a changé beaucoup de choses. Décider du coup de tout arrêter pour lancer l'accompagnement, en vrai, ça c'était, je pense, la meilleure décision que j'ai prise. Parce que je me serais encore, je pense, batté avec plein de concurrents qui font plus ou moins pareil, tu vois, sur la partie agence lead gen. Là où du coup, je me suis créé une sorte de. Alors, j'ai d'autres concurrents qui font plus ou moins ce que je fais, mais on dirait une sorte de mini monopole sur ma niche, sur mon marché, etc. Ça, c'était très très smart, tu vois, genre. Et ça, sans croire au spirituel, etc. C'est genre, d'un seul coup, genre, t'es là, putain, vas-y, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et juste, tu coupes tout et tu le fais. Faut, à un moment, tu vois, faut croire un peu, tu vois, en ton instinct. Parce que je vois beaucoup de gens, de fondateurs que j'accompagne, qui en fait constamment cherchent à se réassurer en mode, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est bien de se faire accompagner sur ça, mais les entrepreneurs écoutent pas assez leur instinct. À un Ouais. moment, tu vois, genre, t'as beau écouter le énième podcast, le énième conseil, est-ce que tu le sens, est-ce qu'au fond de toi, genre, tu sens que c'est la bonne décision ou pas? En général, t'as raison. Ok. Ouais, se suivre l'instinct, pour toi, c'est... Ok. Et bah, très clair. Alors, c'est plus ou moins vrai. La différence, c'est que c'est très compliqué dans mon cas d'attribuer.
on va dire, un client ou un close à tel canal, parce qu'en fait, Ok. à tel canal, parce que typiquement, LinkedIn marche très bien, mais je le lie totalement avec YouTube et School, qui du coup font Ah du oui. nurturing. Donc, peut-être que, in fine, 70% des clients m'ont découvert sur LinkedIn et du coup sont devenus clients. Mais en soi, en fait, si jamais j'avais pas School ou YouTube, ça serait vraiment ridicule. Parce que le focus que j'ai, c'est à la fois sur la partie acquisition, prospection, inbound, etc. Tout est vraiment lié. Donc, dans mon cas, en vrai, c'est quand même très compliqué d'attribuer on va dire, une personne, un canal d'acquisition. Parce qu'une personne, et c'est un peu la force, tu vois, de ce que j'ai, me découvre peut-être sur LinkedIn sur un post, voit ma tête sur YouTube, ensuite rejoint le school, me voit passer sur Instagram, reçoit une newsletter, et seulement maintenant prend rendez-vous, et on la close, et on commence à bosser avec elle. Donc, compliqué sur de l'attribution précise, on va dire. Ok, c'est vraiment un ensemble qui travaille ensemble. C'est ça. C'est un système, ok. Et pour revenir un peu LinkedIn, bah, tu travailles pas mal pour les LinkedIn de tes clients, sur de l'unbound, sur de l'inbound. Pour toi exactement, tu sais ce que tu fais sur ton LinkedIn? Dans le sens, sur la partie acquisition, Ouais, sur l'acquisition pure, même sur enfin, la création de contenu, qu'est-ce que tu fais sur ton LinkedIn aujourd'hui pour en faire un vrai canal d'acquisition? niveau contenu, juste, je suis très régulier. Enfin, c'est facile à dire, parce que du coup, c'est plus moi qui le gère maintenant. Mais en fait, tout le contenu que je fais en vidéo, j'ai plein de systèmes pour recycler ça en post LinkedIn. Parfois, je teste un, deux, même parfois trois posts par jour. Mais juste, Ok, je recycle le contenu que je fais sur LinkedIn. Ensuite, ok, genre, juste, je construis mon LinkedIn sous forme de, on va dire, mini page de vente. Donc, tu as certains testimonials, des liens pour rejoindre la communauté School, des liens qui rejoignent, du coup, enfin, qui redirigent vers YouTube. Et aussi, ce qui est super important et ce que les gens ne font pas, tout se passe aussi beaucoup en DM en fait. Donc j'ai une personne, tu vois, qui gère, on va dire, toutes mes discussions et qui prospecte plein de gens sur LinkedIn en continu. Tous ceux qui ont liké, commenté mes profils, ceux des concurrents, ceux qui me demandent en connexion, ceux qui visitent mon profil. Et en fait, tous les intents de près ou de loin que j'ai sur LinkedIn, je les laisse absolument, tu vois, jamais passer. J'ai un CRM où on traque absolument tout de A à Z sur ok, telle personne et à tel niveau a reçu tel message ou pas. Et on les relance d'accord. là-dessus. Et c'est ça qui génère vraiment pour le coup beaucoup de rendez-vous. Ok, et ça, tu l'appliques pour tes clients? Ah bah ouais, 100%. Toute la partie setting LinkedIn, ça c'est ce que je partage à mes clients. Tous les scripts de relance, les systèmes, du coup, les CRM qu'on utilise en interne. Parce qu'en fait, typiquement, là, j'ouvre mon CRM, je vois que j'ai, je sais pas, 1200 personnes à qui on a envoyé une discussion. J'en ai 35 qui ont reçu un lien iClose, mais qui n'ont pas encore pris rendez-vous, etc. On peut vraiment traquer ça de manière très, très précise. Et je partage bah, comment je traque ça, comment on les relance, c'est quoi les systèmes qu'on utilise pour avoir un taux de réponse très élevé et pour avoir un taux de conversion qui est vraiment élevé. Parce que l'idée, bon, la prospection, tu vois, de masse, etc., ça marche vraiment plus aujourd'hui. Faut être ultra ciblé, avoir les bons systèmes. Et ça marche vraiment très bien pour le coup maintenant. Ok. Et pour revenir un peu, voilà, tu conseilles tes clients, mais sur plein de choses qui sont beaucoup d'opérationnel. Du setting, ça demande énormément d'opérationnel, du contenu aussi. Est-ce que le but de Offbound plus tard, c'est de créer des filiales, on va dire, où tu vas revenir un peu en arrière, où tu vas refaire par exemple une filiale d'agence de setting, plus dans l'opérationnel ou pas du tout? Tu veux dire du coup arrêter la partie accompagnement et faire des choses où on le fait pour les clients, enfin en mode agence? Non, garder ce centre d'accompagnement, mais je sais qu'il y a des personnes, des fondateurs qui vont jamais vouloir faire des listes pendant 3 heures sur Sales et après envoyer des messages. Est-ce que tu vas reprendre un jour ce côté opérationnel pour tes clients? Alors je pense pas. Après, si des fondateurs aiment pas faire certaines choses, c'est juste ils les font pas. Enfin en soi, tu vois, genre on les accompagne, on leur dit quoi faire dans leur cas. S'ils font pas de prospection, ils font pas de prospection. Il y a plein de clients qui sont dans l'accompagnement off-band qui ne font pas de prospection en vrai. Ok, Deuxième niveau, c'est il y a aussi beaucoup de choses qu'on partage pour qu'ils puissent le déléguer directement. Je pense notamment sur la partie setting. Personne va envoyer des messages, tu vois, genre je parlais des fondateurs, ils n'ont pas le temps de le faire. Mais du coup, tous les systèmes que j'ai en interne pour mon setter, on les partage pour qu'en fait, on leur montre comment recruter un setter ou un commercial, peu importe, un bizdev, tu vois, qui fait du call call, etc. Toute la partie acquisition. On leur montre les templates pour recruter cette personne-là. Une fois que tu l'as, quel SOP, quel système tu lui donnes pour qu'il travaille pour toi. Et dans ces cas-là, en fait, là, pour le coup, c'est presque tu as du done for you, on le fait pour la personne. On montre tous ces systèmes-là pour que lui puisse embaucher une personne qui le fasse, par exemple. Et je ok. pense qu'en vrai, ça, c'est plutôt le meilleur modèle jusqu'à présent. Ok. Et ça, comme tu as le savoir-faire, tu penses qu'il n'y a pas un manque à gagner de ne pas le faire toi-même sur sur un autre nom, sous une autre entité? Pour le coup, alors, effectivement, du coup, enfin, c'est peut-être pas assez rentable pour nous parce que du coup, bah, on donne tout à nos clients et peut-être qu'ils préféraient payer. Je pourrais le faire, mais encore une fois, c'est pas mon focus actuel parce que j'ai d'autres choses à faire. Je pense que beaucoup de fondateurs, on va dire, switch de business beaucoup trop tôt. Dès qu'un Ok. business marche un petit peu, ils commencent à en créer un autre.
Moi, Tank of Bound, on va dire, c'est pas ultra ultra solide et que ça dépend absolument plus de moi. Je lancerai pas d'autres business. Par contre, oui, c'est certain que une fois que ça marche, et du coup, c'est l'ambition tu vois, que j'ai sur les prochains mois, peut-être prochaine année, en fonction du temps que ça prend. Là, dans ces cas-là, tu peux faire plein, on va dire, de branches différentes avec du coup des systèmes d'agence, même de SaaS. Évidemment, j'ai plein d'idées de SaaS que j'aimerais Ok. lancer. Pour l'instant, c'est pas le focus, donc je m'interdis de le faire, on va dire. Ok, très clair. Euh, pour revenir un peu sur l'acquisition, j'aime bien faire ce petit jeu. Ouais. Je veux tout savoir sur ton acquisition actuelle. Si tu peux me faire une mind map orale de ton acquisition, tes canaux, qu'est-ce que tu fais après et comment tu arrives d'un canal jusqu'à la vente. Ouais, bon, MindMap ça va être le bordel, hein, parce qu'il y a il y a des trucs. Tu peux, tu peux. Après, tu peux faire dans les grandes lignes. On va essayer de comprendre. Je pourrais essayer de même faire un schéma de ta mind map. Bah, la chose, c'est que ça reste justement très très simple. J'ai vu beaucoup de systèmes très complexes d'acquisition et tout système complexe, au bout d'un moment, tu vois, ne marche plus. Donc, étonnamment, j'ai beaucoup de sources d'acquisition, mais mon système, lui, est pour le coup relativement simple. Donc, c'est pour ça que je pense que je peux te l'expliquer rapidement. Ok. Tout part uniquement du coup du iClose, enfin, je veux dire, prise de rendez-vous, les gens du coup sont heurtés avec les bons systèmes, etc. et finissent en rendez-vous avec nos équipes. La partie du coup acquisition pure, comment on va dire on remplit ce rendez-vous, tu vois, enfin comment notre sales il a plusieurs rendez-vous par jour. T'as LinkedIn, t'as YouTube, t'as School et t'as Instagram en soi pour être et Referral qui commence à vraiment bien marcher pour nous. En vrai on n'avait pas trop vu mais forcément c'est important et ça commence à vraiment bien marcher. Ce qui marche bien c'est tout ce qui est top of the funnel, ça part de LinkedIn et c'est pour ça du coup Ok. que je peux dire que 70% des gens viennent de LinkedIn dans l'accompagnement off-band parce que tous les gens me découvrent via LinkedIn. Je pense qu'il y en a Ok. très très peu qui sont convertis grâce à LinkedIn. Mais en tout cas, ils découvrent mon contenu qui en général fait pas mal de vues parce que c'est là où j'ai la plus grosse audience. Je ramène ça en général vers un school, enfin non, vers un YouTube, excuse-moi. Donc LinkedIn, YouTube, que ce soit à la fin de mes posts, que ce soit sur mon profil, que ce soit du coup en discussion en DM. À chaque fois, c'est LinkedIn, format court vers format long, YouTube. Ok. Là, c'est là en général où les gens se disent ah bah, en fait, lui il est peut-être un peu plus smart que les autres, ou alors j'ai plus envie de me faire accompagner par Offband que par d'autres boîtes. Donc en général, c'est YouTube où la prise de conscience se passe. Ensuite, forcément, n'importe quel abonné YouTube que j'ai finit membre de mon school parce que du coup c'est gratuit, c'est ouvert et du coup bah, j'ai presque à quelques dizaines près le même nombre de personnes sur school que sur YouTube, ce qui est en vrai énorme, c'est-à-dire que genre, un taux de conversion qui est proche des 100%, tu vois, sur ceux qui regardent les vidéos. Une fois qu'ils sont sur school, là du coup ils peuvent être nurturés encore plus, encore plus. Et ensuite, du coup, là, il y a la petite étape qui manque et que beaucoup de gens oublient, c'est aller vers les personnes. Parce qu'en fait, il y a plein de gens Ok. qui me connaissent depuis des mois, depuis des années, qui savent qu'ils sont très pertinents, qui sont entre guillemets most aware, comme on dit, qui ont vu des cas clients, qui ont vu les résultats qu'on avait, qui connaissent des gens qui se sont fait accompagner par nous et qui ont des bons résultats, mais qui n'ont pas encore, on va dire, passé le cap. Et dans ces cas-là, c'est à nous d'aller les chercher, on va dire. Donc, soit avec des séquences de nurturing automatique dès qu'ils s'inscrivent sur le school, Ok. soit avec du setting sur LinkedIn, soit avec du setting WhatsApp avec les gens qui ont rejoint le school. Ok. Ah oui, tu as Et quand même ça, en un fait, système assez complet, même avec du nurturing automatique, etc. quoi. ah bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est la dernière étape, en fait. Genre, ils ont fait eux-mêmes 90% du travail, mais du coup, ils iront pas vers nous. En tout cas, ils penseront pas trop à le faire pour la plupart. Mais juste faire un petit message. Hello, si tu vois ça, c'est que du coup, tu me suis depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Viens, on se prend rendez-vous, on en parle. Et c'est ça qui génère beaucoup de rendez-vous pour le coup. Peu importe si on le fait sur LinkedIn, sur WhatsApp ou en email. Ok. Ce qui est cool avec le contenu aussi dans un système comme ça, c'est que ça fait du nurturing infini sur tous les canaux, quoi. Ça, c'est Ouais. tellement puissant. Ah bah c'est ça, enfin je veux dire, même les clients malheureusement qu'on n'a pas encore accompagnés, ils voient ma tête tous les jours, ils voient des cas clients tous les jours. Donc en fait, c'est ce que je dis à mon sales, enfin, même une personne qu'on n'a pas closée, en fait, on l'a pas closée maintenant, mais en fait c'est qu'une question de temps avant qu'elle bosse avec nous, parce que je sais plus ou moins que dans tous les cas, elle finira par se faire accompagner, tu vois, par Offband. Ok. Ouais, bah, carrément. Bon, bah, tu as un très bon système d'acquisition. On va aller un peu sur l'expertise. Première question, c'est j'ai l'impression que le cold email, c'est le canal sur LinkedIn, sur YouTube, où on voit que tout le monde critique, tout le monde dit qu'il est mort. Et pour certains, ça continue vraiment à marcher. Il y a des bonnes stats. Toi, tu es dedans encore, si je me trompe pas. Tu en penses quoi, tout simplement? Même plus, je suis même plus encore, je suis même plus dedans. Tu n'étais plus dedans, bah pourquoi? J'ai arrêté d'en faire depuis un an et demi. Ok. Alors pour plusieurs raisons, non pas que ça marche pas, parce que j'ai des clients qui ont des super résultats là-dessus, mais quand tu vois un accompagnement, les gens, euh,
se font accompagner par toi branding. En fait, c'est en outbound pur, avec des gens qui te connaissent pas. C'est très compliqué d'aller vendre, on va dire, en prospection à froid. Genre, cold call, warm call, etc. Ou prospection, ça marche très bien. Mais pour mon type d'accompagnement, ça marche pas forcément beaucoup. Et je préfère me focus sur la partie contenu. Par contre, pour faire un retour, parce que j'ai quand même beaucoup de clients qui font beaucoup, beaucoup d'argent avec le cold email. Cold email pur, c'est mort. En vrai, j'ai envie de te dire presque, genre en vrai, c'est mort. Par Ok. contre, j'ai des clients qui ont des résultats absolument incroyables avec cold call plus warm call. Et même Ok. pour toi, surtout, tu vois, qui vend des prestations qui sont un peu classiques, tu vas aller faire des campagnes fondateur de start-up dans tel secteur, tel secteur, tel secteur, par exemple. Un cas client par campagne. Je sais pas, peut-être que tu as accompagné une start-up qui est dans la santé, une start-up qui est dans la finance. Campagne de 500 000 personnes. Et là, on a bossé avec telle personne. Si tu veux juste répondre à ce message et je t'envoie comment on a fait avec elle, par exemple. Un truc très très simple, tu vois, genre pas forcément élaboré. T'envoies les emails, personne te répond, c'est normal. Plus ou moins personne te répond. Par contre, du coup, tu as une stratégie de warm call ensuite où tu vas aller appeler tous les gens qui ont ouvert les messages, voir ceux qui ont répondu. En mode Hello, je voulais vraiment parler avec vous. Je vous ai envoyé un email ce matin, vous l'avez ouvert, mais j'ai vu que j'ai pas eu de réponse. Alors que je voulais vraiment, vraiment parler avec vous parce que ça m'intéresse de vous montrer ce qu'on a fait avec tel de vos concurrents. Est-ce que vous avez genre une demi-heure demain, tu vois, pour en parler? Et ce combo-là, parce que cold email Ouais. tout seul, ça marche pas. Cold call tout seul, c'est l'enfer. Tu décroches, le gars, il te connaît pas, il connaît pas ta tête. Mais warm call, où la personne a vu ton message, a vu ton site, a vu ta tête le matin même et que tu la rappelles juste après, avec mes clients, en tout cas, c'est les plus gros résultats que j'ai vus. Ok. Et pour, voilà, tu testes plein de techniques différentes, cold email, de cold call, etc. Enfin, tu t'accompagnes sur plein de sujets différents. Pour toi, c'est quoi que tu préfères et c'est quoi, selon toi, qui est le plus puissant Sur l'acquisition, sur l'acquisition, sur où tu formes les clients, sur vraiment pour avoir généré plus de leads. ça, bah, justement, c'est la question. Enfin, tous les clients qui rejoignent l'accompagnement me disent bon, vas-y, Valentin, maintenant que j'ai rejoint l'accompagnement, dis-moi le meilleur canal. Ils sont toujours un peu déçus, on va dire, de la réponse. En vrai, ça dépend vraiment, vraiment de la cible et de qui tu cibles. Tu vois, dans ton cas, effectivement, je pense que LinkedIn peut être très pertinent. Cold email plus warm call peut être enfin, TPE, PME qui sont pas trop, trop présentes sur LinkedIn. Tu fais un truc propre en email plus en warm call, c'est là où tu fais un carnage, tu vois, par exemple. Ok. Pour certaines autres aussi, parfois les ads marchent très très bien mieux que la partie contenu, bien mieux que la partie cold email. Donc ça dépend vraiment de ta cible pour le coup. Ce que je vois quand même qui marche le mieux, c'est, comme je disais, cold email et warm call, quand c'est bien fait, ça marche vraiment bien. Et faire du contenu, mais faire du contenu plus setting LinkedIn, avec du vrai contenu qui convertit. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de vues sur LinkedIn, mais qui n'arrivent pas à avoir des stratégies pour qu'un post leur rapporte un, 2, 3 clients. En tout cas, Ouais. un post leur rapporte un, 2, 3 rendez-vous. Et ça, vraiment, master la partie stratégie de contenu LinkedIn. Quand tu fais ça bien, ça marche vraiment très fort pour le coup. Ok, super. Et bon, avec l'arrivée de l'IA, bon, ça fait déjà un peu longtemps, donc c'est pas l'arrivée, mais tu l'intègres dans tes techniques de prospection, dans le cold email, dans le setting LinkedIn. Ouais. Déjà, encore une fois, je fais pas de cold email et de prospection. Enfin, en fait, je fais même pas de prospection. Non, En mais vrai. même pour tes clients, Oui. de ce que tu conseilles, est-ce que Ouais. tu l'as mis dedans? Tu as mis l'IA dans tous tes processus. De moins en moins, en fait. De moins en Ok. moins parce que quand tu fais du setting, déjà, le setting en IA, ça marche pas. Pas encore, en tout cas. J'attends que ça de, je sais pas, virer tous les gens qui font du setting et mettre des IA. En vrai, pour l'instant, ça marche pas. Setting, du coup, c'est avoir une vraie conversation avec la personne, avoir une réponse, tu la qualifies, tu lui poses des questions, tu fais un vrai funnel pour ensuite la pousser en rendez-vous. Ça, en vrai, ce qui marche le mieux, c'est ce que je conseille à tous mes clients, c'est ce que mes clients font et que je fais également. Avoir des systèmes précis, avoir un setter que tu prends en 35 heures, peu importe. Ça peut te coûter pas très très cher si jamais du coup c'est un freelance. Et juste, il parle avec les gens, il a les bons systèmes, il a les bons templates et il les relance. Ça en vrai, ça marche quand même très très bien. Ce que tu peux faire sur la partie IA, c'est effectivement en cold email. Si jamais t'es bon, tu fais une ou deux phrases personnalisées avec de l'IA. Pas un truc bullshit en mode j'ai vu que X truc, genre un truc très simple avec de l'IA qui montre juste que bah, ton message est personnalisé. Ça marche très bien. Et sinon, en vrai, sur la partie acquisition IA, j'ai pas grand-chose à te conseiller. T'avais une idée en tête ou pas quand tu me posais la question? Non, pas du tout. C'était un peu plus sur la rédaction enfin, des messages qui sont envoyés, sur la création de listes, etc. Mais non, tu as bien répondu à la question. Création de liste, il y a pas mal d'IA qui le font, mais pour l'instant, c'est pas encore ultra pertinent. Et pour le coup, en fait, quand tu as des bonnes techniques, tu prends un sales nav, en vrai, tu as toutes les personnes les plus qualifiées que tu veux avoir sur la Mm. prospection. Et sur la partie rédaction, bah, c'est ce que je disais en fait. Mettre une, enfin,
limiter l'IA à à une ou deux lignes dans le message et pas à tout le message. En fait, dire à l'IA, vas-y, rédige mon message et vas-y, prospecte. Là, t'as un carnage, tu vois. Mais juste faire un template très très simple avec une phrase qui est de l'IA, voire un objet de mail qui est de l'IA, ça marche très bien pour le coup. Ok, très clair. Et là, j'ai une question qui me vient dans ma tête. C'est si tu devais garder 3 logiciels, vraiment ta stack, pour avoir plus d'acquisition du coup sur le digital, c'est quoi? Allez, même 2 logiciels. La classique iClose, en vrai iClose qui est très Ok. très fort. Bon, je pense que les gens connaissent. iClose, c'est une sorte de calendrier pour prendre des rendez-vous, mais qui est vraiment boosté uniquement pour les gens qui ont des sales. Et Ouais. rien que ça, en fait, iClose, comme j'arrive à récupérer 10-20% des personnes qui remplissent le formulaire, mais qui ne prennent pas rendez-vous et qui sont recontactées dans la journée par un sales, rien que ça m'ajoute plusieurs clients par mois. Donc, c'est le truc le plus rentable. Ok. Je pourrais dire School, mais on va l'exclure parce que c'est un petit peu différent. Et sinon, bah, j'ai pas tellement de logiciels en fait qui tournent ça. Ah oui, ah, en fait, ouais, ok, non, j'en ai un. Breakcode, incroyable. Je connais pas. J'en parle beaucoup sur YouTube et à mes clients. En fait, c'est un CRM LinkedIn et je traque tout ça enfin tout mon setting LinkedIn est traqué depuis Breakcode. Et juste, Raid c'est call? Breakcode. Si tu veux, je peux te faire un mini partage de connexion si tu veux le Raid voir, call. si tu veux le voir 10 secondes si tu veux. Allez. Je vais te le faire. Parce que pour le coup, ça, c'est celui qui m'a rapporté le plus d'argent. Alors, je connais un fondateur, j'ai fait un podcast aussi avec lui. Ça marche à un point qui est juste incroyable. Quand tu as les bons systèmes, enfin, le logiciel n'est pas magique, mais quand tu as les bons systèmes, hop, je vais sur la partie CRM LinkedIn. Je peux Et c'est que absolument. pour LinkedIn. Non, pas forcément. Tu peux traquer les gens sur WhatsApp, tu peux traquer les gens partout. Là, typiquement, je sais ceux qu'on a envoyés un domaine de connexion et qui n'ont pas encore accepté, ceux qu'on a contactés, ceux qui on parle, ceux qui ont reçu une ressource mais qui Ok. n'ont pas encore répondu, ceux qu'il faut relancer. Et du coup, évidemment, ceux qu'il faut relancer, du coup, bah, j'ai la relance que je dois faire au bon moment, etc. sur la partie task. Hein. Hop, relancer à Ok. Ah oui, tel incroyable. endroit, j'ai tout ça. Hop, si jamais je reviens, je peux checker également. Alors, ça, c'est pas 100% automatique. Hein. J'ai une personne qui le gère, évidemment. Tous ceux qui ont reçu un lien close mais qui n'ont pas encore pris rendez-vous, ceux qui ne sont pas intéressés, ceux qui n'ont pas encore de budget mais qu'il faut relancer. Et en fait, chaque truc est ultra précis. J'ai toutes les informations sur la personne. J'ai ses derniers posts, comme ça je peux réagir avec elle. J'ai la discussion. Typiquement, là, je vois qu'elle a parlé non pas sur mon LinkedIn, mais sur le LinkedIn de mon associé, qui est OL par exemple. Et du coup, bah, je peux checker ça. Les calls sont centralisés là-dessus. WhatsApp, enfin, ça me génère beaucoup d'argent. Et c'est ce que je montre du coup aux clients d'Offband, comment configurer ça, parce que c'est incroyable en vrai. Ok. Ouais, c'est très bien trié. Par curiosité, une personne comme ça qui gère un peu ta prospection, enfin tout ça, ça te coûte combien par mois? Ouais. Tu vois, avant de te répondre, tu vois, typiquement là, et c'est pour ça qu'il est fort, et du coup, bah, je le paye bien, mais en fait, il travaille de manière très efficace. Là, en un clic, alors tu vois, l'inbox LinkedIn, c'est un désastre. Il clique sur lien et clause envoyé, has not replied, et là, du coup, en un clic, il peut relancer, alors peut-être j'ai enlevé celui-là, il peut relancer uniquement les personnes qui ont reçu un lien et clause, qui n'ont pas encore pris rendez-vous. Tu vois, il fait ça en un clic. Et Ok, avec ouais, ça, tu très peux propre. être tellement productif, c'est incroyable. Ok. Hop. Alors là, pour le coup, tu as des tarifs, on va dire, qui sont très différents. J'ai des clients, pour 400 euros par mois, tu peux avoir un assistant à Madagascar qui est en vrai smart, qui bosse bien. Tu le formes avec les Ok. bons systèmes qu'on crée chez Offband pour lui dire, bah, écoute, voici comment tu sources les personnes, voici comment tu les relances, voici ce que tu dis, voici comment tu les pousses en rendez-vous. Et en vrai, tu as des personnes qualifiées, tu vois, pour 400-500 euros par mois, qui peuvent être très fortes. Si tu pars sur la partie, on va dire, bizdev, on va dire plus français, tu vois, qui est bon là-dessus, Ouais. pour un 2000 euros, tu vois, hors, on va dire, commission, ça peut être intéressant. Déjà, une personne, tu vois, qui est en full time là-dessus, 35 heures, il gère toutes les discussions, etc. Il gère la partie acquisition. Et tu lui fais du coup un fixe pour tous les clients qui te ramènent. En plus, forcément, ça marche bien. Et alors, je te dirais pas exactement combien je le paye déjà, ça dépend vraiment des mois, parce que du coup, tous les gars avec qui je bosse sont associés, entre guillemets, au chiffre d'affaires. Donc, ils peuvent faire des gros mois quand ça marche bien, des moins gros mois quand on a Ok, eu ouais. moins de résultats. Mais alors, moi, du coup, il fait plus que ça, parce qu'en fait, il gère cette partie-là, il gère la partie outbound, il gère l'acquisition en général. Donc, tu vois, tous les systèmes qui tournent, c'est lui qui les gère. Et là, justement, le prochain chantier, c'est que lui, Owell en l'occurrence, recrute un setter pour justement ne plus avoir à faire le setting, mais juste gérer les systèmes d'acquisition. Ok, très propre. Ok, superbe. Pour passer un peu à la partie optimisation et scale, parce que tu as quand même mis pas mal de choses en place. Tu as fait un peu ta mind map d'acquisition actuelle. C'est quoi un peu ta mind map interne
à ta société? Qu'est-ce que tu as délégué? Qu'est-ce que tu vas déléguer? Qu'est-ce que toi tu fais? J'ai tout Tu vas parler délégué. d'un aide of content. J'ai presque tout délégué maintenant. C'est pour ça Ok. que la vie est belle. Alors, j'ai tout délégué, je bosse autant si c'est encore plus qu'avant. Mais en tout cas, la partie head of contenu, elle est déléguée par une personne full-time qui, du coup, en gros, moi, je m'assois, je tourne une vidéo YouTube et pour extrapoler un petit peu, tout est fait, on va dire. Évidemment, je teste un petit peu, mais la vidéo YouTube est faite, juste je la tourne. Lui, il va aller la monter, donc la mettre sur YouTube. Il va aller faire les annonces en newsletter, en school, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Il va aller recycler ça en format short sur Instagram, YouTube Short et TikTok, par exemple. Il va aller Ok. recycler ça en newsletter pour en faire du coup une newsletter qu'on envoie 2 fois par semaine. Il va aller recycler ça en contenu sur School pour du coup mettre dans la communauté gratuite. Il va aller recycler ces sujets-là sur des posts LinkedIn. Et en fait, à chaque fois, on a plein de modèles différents. Si jamais on fait un lead magnet, voici les modèles qu'il peut utiliser pour recycler, pour faire une annonce de vidéo. Si jamais on fait une vidéo, on va dire, un post LinkedIn qui parle d'un sujet, on va dire top of the funnel, il a une banque de photos de moi que je prends tu vois, au quotidien et qui lie avec des choses que j'ai dit en vidéo et qui recycle ça avec le bon algo, avec la bonne patte, on va dire, d'écriture sur LinkedIn. Donc la partie contenu, pour le coup, j'y passe beaucoup de temps. En fait, c'est pour ça que j'ai le temps de parfois de faire des masterclass qui durent 3, 4, 5 heures, 6 heures, tu vois, de contenu. 5 Parce heures qu'en ta fait, dernière. comment 5 heures ta dernière. ça, alors la dernière était 3 heures et l'avant-dernière était 5 heures, ouais. Ah Donc oui, c'est ça, bon, ouais. ça, c'est pas mal long. Mais en fait, j'ai le temps de le faire, parce qu'en fait, c'est mon seul focus. Une fois que la vidéo de 5 heures elle est faite, je sais qu'en fait, j'ai un mois de contenu devant moi qui va être très quali et que chacun des contenus va être adapté en fonction de la cible. Ah Évidemment, oui. je vais pas LinkedIn, en fait, je vais pas bêtement copier-coller la vidéo et la balancer. C'est genre la bonne photo de moi qui marche bien parce qu'il faut mettre des photos de toi sur LinkedIn avec la bonne accroche, le bon hook, etc. Et tout ça, du coup, on a structuré ça au fur et à mesure. Tu vois, ça fait 1 an et demi que je bosse avec lui. Et là, ça tourne bien et ça me fait gagner beaucoup de temps pour le coup. Ok, très clair. Et Donc, scale un business dans l'accompagnement, c'est quand même assez dur. Il y en a de plus en plus, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, qui sont connus sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as connu un plafond de verre ou pas du tout? Est-ce que ça a explosé direct quand tu t'es lancé? Ou là, tu es en plafond de verre? Comment tu as fait? ça, alors, enfin, ça a explosé direct en vrai quand j'ai lancé. Enfin, ça a été quand même rapide et j'ai vraiment vu à quel point ça a bien marché rapidement. Le plafond de verre, je l'ai touché il y a quelques mois parce que j'arrivais pas à délivrer, on va dire. Enfin, accompagnement, c'est très simple, tu vois, de vendre rapidement, d'avoir des premiers clients. Mais effectivement, à scaler, il y a beaucoup de gens qui en fait restent coach et qui arrivent à augmenter un peu, on va dire, leur pricing pour gagner un peu plus. Mais si tu veux vraiment scaler, il faut avoir une logique qui est totalement différente et que ce soit totalement décorrélé de ton temps. Et c'est là où du coup j'avais un petit plafond de verre parce que c'était encore trop relié à moi. Et du coup, c'est pour ça que là récemment, j'ai recruté Lucas, qui est du coup le COO, on va dire, qui va gérer off-bound, gérer l'accompagnement. Ça, du coup, bah, c'est récent, tu vois, ça fait à peine un mois. Et là, pour le coup, ça m'enlève un immense, on va dire, plafond de verre. Parce que là, on peut onboarder, je sais pas, 10, 20, 30, 40 clients par mois. Et Ah oui. on sera en capacité, tu vois, alors on l'a pas encore, enfin, on n'a pas encore fait les 30 ou 40 par mois, mais en tout cas, on peut en onboarder quelques dizaines. Parce que maintenant, j'ai une personne qui est dédiée uniquement sur ça. Ok, très clair. Et pour reparler un peu de la concurrence dans l'accompagnement, qu'est-ce que tu penses de ce monde-là, des critiques envers ça, de ton opinion là-dessus? Aussi, il y a des personnes connues qui font un peu n'importe quoi dans l'accompagnement. Ouais, en vrai, c'est mon plus grand drame. Enfin, je sais pas si c'est ma plus grosse opportunité ou mon plus grand drame. Il n'y a pas un client qui vient avec nous en rendez-vous et qui nous dit pas qu'il s'est fait arnaquer par l'accompagnement. Genre, franchement, soit t'as le gars qui a jamais pris d'accompagnement de sa vie et il sait pas ce que c'est, soit le gars qui a perdu des milliers d'euros parce qu'on lui a vendu un truc que l'accompagnement n'a jamais délivré. Genre, c'est vraiment Ok. la classique et malheureusement, ou encore une fois, heureusement, parce que justement, il y a deux pièces là-dessus. Malheureusement, parce que on a beau faire les choses de manière la plus propre possible, on a 60% de cas clients dans l'accompagnement. C'est-à-dire que plus d'une personne sur deux finit en cas client avec nous, ce qui est en vrai énorme pour l'accompagnement. En général, tu as Oui. quelques pourcents qui fait des cas clients, nous on en a vraiment beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont fait traumatiser, parce qu'en fait, quand tu perds, je sais pas, 2, 5, 10, 15 000 euros dans un accompagnement, t'es traumatisé en fait. Et après, du coup, bah, tu passes plus à l'action, ce qui est normal. Parce que je comprends, parce que si on m'avait volé, je sais pas, 5, 10 000 euros, bah, j'aimerais pas trop, tu vois, les réinvestir ensuite, juste après, dans un énième accompagnement. Donc, à la fois, Hmm. c'est problématique parce qu'il y a plein de clients, on a beau les rassurer, leur montrer tout ça. Au final, en fait, ils se sont fait arnaquer une fois, ils ont pas envie de se faire arnaquer deux fois, tu vois. Même si on a tous les cas clients du monde, ils se sont dit, bah, l'accompagnement d'avant, ils m'ont dit pareil. En fait, ils ont pris l'argent, ensuite, il y a plus personne qui répond, ou alors plus personne qui m'accompagne.
Donc ça, c'est un peu la problématique et le marché en vrai quand même mauvais là-dessus. Enfin, il y a tellement de gens qui sont là sur le court terme parce qu'en fait, si tu es focus sur le court terme, tu fais en fait beaucoup d'argent. Tu promets de fou tes clients, tu fais ça pendant 6 mois, pendant un an, pendant 2 ans, tu vois, max, les gens diront pas grand-chose, tu vois. Au bout d'un moment, en fait, tous tes clients sont pas contents, donc tu vois, ça se fait savoir. Et à l'inverse, en fait, l'opportunité que j'ai et qui, du coup, qui marche bien, c'est que j'ai peut-être pas privilégié, on va dire, la croissance à tout prix, et du coup, j'ai voulu faire vraiment les choses bien. Parce que, non pas parce que je suis altruiste, hein, juste parce que bah, Ouais. économiquement, tu vois, c'est plus rentable d'être là sur le long terme. Et là, je vois bien que tu vois, depuis quelques mois, ça se retourne vraiment, tu vois, à mon avantage en mode, il y a plein de clients qui sortent d'accompagnement, tu vois, concurrents que je citerai pas, qui ont été déçus, qui sont saoulés, tu vois, qu'on arrive à reprendre avec l'accompagnement off-band, qu'on reprend, qu'on on a des super résultats avec eux, du coup, qui upsell sur le long terme, parce que du coup, l'idée, c'est que tous les 6 mois, en gros, on rebosse avec nos clients. Et là, ça commence enfin à payer. On a beaucoup de clients qui se sont fait arnaquer dans les accompagnements, qui arrivent chez nous. Et là, pour le coup, je pense que c'est pour ça que les prochains mois, les prochaines années m'excitent beaucoup. Parce que je dirais pas qu'on va avoir un monopole sur le sujet, mais ça m'étonnerait pas, pour le coup. Vu la qualité des concurrents, on va dire. Ok, très clair. Non, c'est sûr que c'est un marché où tu vois un peu de tout, des personnes où, enfin, j'ai entendu des histoires où ils ont payé ouais, même plus de 10 000 des fois, où il y a vraiment Ouais. rien à la fin et voilà, enfin, ils sont même pas accompagnés par des bonnes personnes, etc. D'ailleurs, toi, dans ton accompagnement, c'est qui, enfin, si, voilà, si une personne regarde et qui veut se faire accompagner par Offbound, c'est qui accompagne? Ouais, en général, c'est des freelances débutants qu'on paye entre, on va dire, 300 et 500 euros par mois, qui répètent des conseils classiques. Enfin, je rigole. Enfin, c'est le cas de beaucoup Je me d'accompagnements et doutais, beaucoup de retours qu'on a c'est fait. sûr. Écoute, j'ai pris un accompagnement avec des experts. Le gars qui me coach, en fait, c'est un gars qui fait des ads qui a jamais dépassé 2 cas par mois. Donc, c'est un peu Ah la ouais. problématique de beaucoup d'accompagnements. Parce que bah, faut investir, tu vois, pour avoir des gens très qualifiés. Et le sujet, moi, qui marche vraiment bien, et je suis content d'avoir trouvé ce système-là, c'est qu'en fait, il n'y a aucune personne dans l'accompagnement off-bound qui est dédiée pour faire du coaching client. Parce que le problème quand tu fais ça, c'est que tu prends des gens qui sont pas très bons et du coup tu les payes pour qu'ils fassent du coaching. En fait, faire du coaching pour faire du coaching, ça n'a aucun sens. On prend que des gens du coup qui sont en interne chez nous et qui accompagnent nos clients sur leur thématique. Donc, je prends un exemple classique, la partie stratégie pure, euh, enfin, purement stratégique, je la gère, tu vois encore. Peu importe à quel Ok. stade on est, je gère ça avec les clients. La partie purement inbound, stratégie de contenu, personal brand, etc. On a Lucas, qui est du coup mon head of CEO, qui est très bon là-dessus, qui accompagne les Ok. clients sur ces sujets-là. Euh, la partie acquisition, dès qu'ils ont un problème d'acquisition, c'est OL qui les accompagne. Parce que du coup, lui, c'est mon head of acquisition. Donc en fait, il a un temps dans sa journée, dans sa semaine, pour accompagner nos clients. S'ils ont un Ok. problème sur la Très clair. partie sales, bah, du coup, c'est mon sales, Guillaume, tu vois, qui peut leur donner des conseils. Et ça, c'est pour ça que c'est aussi quali et je pense qu'on a autant de réussite. Parce qu'il n'y a pas de CSM ou de gens qui accompagnent les clients pour dire d'eux, mais en fait, du coup, bon, tu leur permets de prendre des rendez-vous, mais la personne n'est pas quali. C'est uniquement du coup des gens qui sont en full-time chez Offbound et qui bossent pour moi, qui également accompagnent nos clients. Et ça, en vrai, je pense que c'est une Ok. grosse différence que j'ai encore vue dans presque aucun accompagnement, je pense. Ok, oui, là, c'est vraiment une expertise enfin, une expertise qui se fait accompagner par expertise. Ouais. Oui, par exemple, nous, Ouais, dans c'est notre ça. accompagnement, c'est que le fondateur qui nous accompagne. Enfin, il n'y a pas plusieurs personnes, quoi. Ok, Ouais. non, mais c'est vrai que j'avais jamais entendu ça. C'est une très bonne idée, je trouve. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, tu peux monter à un bon moment en étant uniquement le fondateur, mais bon, je vais pas commencer à coacher 100 clients par mois. Dans Ouais. ces cas-là, la question, c'est bah, qui va le faire à ma place? Et le problème, c'est que bah, si jamais tu fais la solution de facilité, tu prends des gars que tu payes en full-time qui donnent des conseils. Mais s'ils donnent des conseils, c'est que forcément, ils sont pas entrepreneurs, donc ils sont pas forcément très bons pour te conseiller. Donc c'est Ouais. là où c'est un peu des limites, quoi, ce modèle-là. Ok, bah très clair de ta vision et je pense que c'est un très bon modèle qui peut bien marcher dans l'accompagnement. Est-ce que, on n'a pas trop parlé de chiffres, est-ce que tu es transparent avec les chiffres que tu as fait depuis le début d'Offbound en termes de chiffre d'affaires, de nombre de clients accompagnés? Bon, c'est sur ton site ça, mais Ouais. Je l'étais beaucoup avant avec mon agence. On m'a dit, beaucoup de personnes en accompagnement, juste accompagnement, tu dis rien. Genre, on m'a vraiment dit, tu dis rien parce que, à moins que tu vendes à des gens moins bons que toi ou plus débutants, genre, tu vends B2C, partage tes chiffres, entre guillemets, ça fait des vues, etc. Mais en général, si tu vends pas à des pigeons, autant vraiment tu vas se focus sur nombre de cas clients, nombre de clients accompagnés, tous les cas clients, tu vois, la team, tu vois, je suis transparent sur tu vois, mon équipe, etc. Qui bosse avec moi, qui bosse pas avec moi, à quel point ils sont en full time ou pas. Mais la partie purement, tu vois, chiffre d'affaires, on m'a tellement déconseillé de la dire en mode tu peux la partager un mois, mais en fait, si jamais ça baisse le mois prochain, tu vas devoir soit mentir, soit ne pas la partager.
En général, ça apporte encore plus de concurrents. Le problème avec pas mal de concurrents qui donnent leurs chiffres, c'est que, bon, tu sais jamais s'ils sont vrais ou pas. Ce que le problème, c'est que c'est un peu la surenchère, quand tu es obligé de surenchérir là-dessus. Donc, volontairement, alors, les gens peuvent deviner, ça les amuse bien. Volontairement, et je pense que c'est un bon conseil, vu ma cible, en vrai, faut pas que je parle de chiffre d'affaires ou de choses qu'on fait pour l'instant. Donc, je suis transparent sur tout. Mais client généré, enfin, cash généré, pour l'instant, je pense que je le dirai pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'edge à le partager. Tu vois. Enfin, j'ai plus de côté négatif à le faire que de côté positif, je pense. Ok, très clair. Et des objectifs un peu pour 2026, c'est quoi de développement où tu veux être en fin décembre? Fin décembre. Justement, c'est mon head of acquisition du coup, qui m'a dit ça. Moi, c'est surtout entre guillemets un objectif d'équipe. En vrai, parce que bon, au moins ça c'est concret parce que le cash, tu peux. Alors, évidemment, il faut le traquer, c'est important et ça fait partie des KPI, enfin des chiffres importants à traquer. Mais t'as pas 100%, on va dire, de ownership là-dessus. Tu vois, entre encaisser un millier de plus ou un millier d'euros de moins, la différence n'est pas énorme. Fin 2026, j'aimerais bien du coup de me sortir totalement de la partie accompagnement, genre totalement la partie juste off-band, pour justement commencer, comme je t'ai dit, à créer d'autres boîtes, à prendre des parts, avoir des Ok, salles, des agences, etc. Là pour l'instant, je suis pas très très loin, tu vois, je pense qu'il me manque un sales en plus, il me manque deux personnes sur l'acquisition et une personne en plus sur la partie accompagnement. ok, Quand ça va tourner, etc. Et peut-être même j'aurais, tu vois, enfin même Lucas qui est déjà le CEO, qui gère un peu l'accompagnement, puisse absolument tout gérer, ça serait cool. En tout cas, je me suis donné jusqu'à fin 2026 pour que si jamais je veux ne plus travailler pour Offband, ça puisse tourner en tout cas. Je ok, continuerai à le super. faire, mais fin 2026, normalement, ça devrait bien se passer là-dessus. Ok, très propre. Et bah, c'est bientôt la fin de l'interview. Il reste deux, trois questions et après le petit flash de 60 Ah secondes. oui. Déjà, si tu repartais de zéro, maintenant, est-ce que tu ferais quelque chose de différemment? Non, pas du tout. Et la chose que j'ai bien faite et que je te conseillerais à tout le monde, c'est commencer par du service au tout début parce que c'est extrêmement simple à vendre. En fait, je vois beaucoup de personnes qui commencent par des business très très compliqués, genre certains clients, tu vois, qui lancent des plateformes, etc. Vraiment, c'est tellement compliqué, genre tout dépend de votre situation, mais moi, ce qu'il me fallait, c'était du cash à la fin du mois pour juste pouvoir payer le loyer, tu vois, et payer mon école. Donc, j'avais commencé en tant que freelance. Et là où j'étais smart, c'est du coup très rapidement savoir que bah, je voulais pas rester freelance et à chaque fois essayer on va dire, killer l'étape le plus vite possible, quoi. C'est juste la partie vitesse. À un moment, t'as beau être excellent, seul truc qui t'empêche on va dire, de réaliser ce que tu veux, c'est juste la partie temps. Comment tu compresses le temps le plus possible. Donc, je pense que c'était la seule chose que je me conseillerais, tu vois, de faire encore plus, va encore plus vite pour le coup. À part ça, je pense que ça va, j'ai pris des bonnes décisions, on va dire. Ok, très clair. Bah, t'as pré-shot ma question sur le conseil que tu pouvais donner. Mais ok, très clair. Bah, Bah, je sais pas si tu as des choses. Oui, pardon. ouais, je peux te répondre à un autre truc du coup si jamais tu avais une question sur la partie Ok. conseil parce que c'est ce que je répète constamment aux membres de l'accompagnement et c'est un gros focus là-dessus. C'est il faut constamment que tu saches ta contrainte prioritaire. En gros, c'est genre ton business avance à la vitesse du plus lent de tes éléments. Pour ceux qui ont fait un peu de logistique, t'as beau être, enfin, vous voyez des tuyaux, tu vois, t'as beau mettre le plus de pipeline possible. Si jamais t'as un tuyau qui est très très petit ou alors qui fuit, tout le reste entre guillemets est bloqué. Et ce qu'il faut constamment, à travers un accompagnement ou non, c'est avoir deux choses. La conscience de c'est quoi ta contrainte prioritaire et ensuite comment je la D'accord. règle. Parce que je vois tellement de gens et en général c'est un peu le problème. Et je pense que c'est pour ça que j'étais aussi rapide. C'est parce que à chaque instant, tu vois, que ce soit à chaque journée, à chaque semaine, je savais quel était mon problème prioritaire et ce qu'il fallait que je règle en priorité. Et ce qui n'est pas le cas de beaucoup de fondateurs qui arrivent, tu vois, premier rendez-vous d'audit, tu vois, on regarde un peu leur business. Ouais, bah là, en fait, là, je suis focus LinkedIn, etc. Genre, ils bombardent la partie acquisition. Bon, ce qu'ils veulent, c'est avoir le plus de rendez-vous possible. Et en fait, leur produit est du coup pas du tout fini. Ou à l'inverse, en fait, tu as des gens qui s'obstinent à vouloir un taux de closing meilleur, avoir plus de cas clients, alors qu'en fait, ils n'ont aucun trafic, par exemple. Et ça, à chaque fois, c'est un peu le gros souci que je vois chez tous les fondateurs que j'accompagne et qu'on essaie de régler en prio avec Offbound. C'est alors pour la faire courte, tu as trois, on va dire, sujets prioritaires. Je prends ton business, tu vois, par exemple, soit la partie trafic, soit la partie Ok. conversion, soit la partie produit. Genre trafic, c'est concrètement combien tu as de personnes qui te découvrent chaque jour à travers un post LinkedIn, à travers de la prospection, à travers des ads. Ça, c'est la partie trafic. Ouais. Partie marketing ou conversion, c'est quoi ton taux de closing en rendez-vous, c'est quoi ton offre, c'est quoi tes prix, c'est quoi tes cas clients. Et enfin, l'autre sujet, c'est la partie produit. Donc ça peut être c'est quoi ton produit, c'est quoi ton accompagnement, c'est quoi ton service, c'est quoi ton SaaS.
Et juste, truc le plus important, c'est savoir c'est quoi ta contrainte prioritaire. Genre là, c'est quoi le truc qui bloque le plus dans ton business. Je sais pas si tu peux me le dire, toi, si tu as conscience ou pas de ça. Dans notre business, en ce moment, la vraie question, c'est sur plus la conversion, je pense. Ok. En ce moment, on arrive quand même à avoir pas mal de trafic. Bon, ça reste encore minime, mais que ce soit le SEO, que ce soit mon LinkedIn, je dois être entre 30 et 50 000 impressions par mois. On arrive à avoir du trafic, mais on n'a pas de conversion. Bon, après, là, je pense qu'on on a aussi la solution. C'était plus sur notre image de marque et branding. Mais oui, là, le gros axe en ce moment, c'est la conversion. Ouais. Tu vois, dans ces cas-là, déjà, si t'en as conscience, c'est bien. Après, faudrait checker, voir les chiffres, si est-ce que c'est effectivement le cas ou est-ce que c'est un autre truc. Mais tu vois, Ok. une fois que tu sais, du coup, ok, bah, parmi les trois, c'est la partie conversion. Au sein de ça, du coup, tu vois, c'est des templates qu'on partage dans l'accompagnement off-brand. Est-ce que ton problème, c'est branding? Est-ce que c'est manque de cas clients? Est-ce que c'est l'offre qui est pas assez claire? Tes prix qui sont trop chers? Est-ce que juste tout est bon, en fait, juste t'es mauvais en closing? Est-ce que tu es bon en closing, mais t'as pas de système de nurturing avant tes rendez-vous? Donc les gens sont pas qualifiés en appel. Tu vois, à chaque fois, du coup, tu avances Ouais. pour savoir constamment c'est quoi le truc à régler, tu vois. Ok. Bah, très clair et très bon conseil. Mais oui, dans notre cas, je pense que déjà, c'est un peu le 3. Bah, du coup, le branding, offre et cas client, comment les mettre en avant, etc. C'est assez compliqué. Mais bon, là, on est sur un énorme chantier. Tout changement du branding, mise en avant des nouveaux trucs qui sortira en juin. Donc, j'espère qu'on verra le taux de conversion augmenter. Mais oui, après, des fois, même quand on est créateur de site, etc., on n'a pas forcément le meilleur site pour soi-même. Toujours ça. Donc voilà, là, on est en train de voir, mais je pense. Mais en tout cas, très bon conseil. Ouais. Et dernière question avant de passer au flash. Tu vas super vite, ça se voit, tu es quelqu'un d'ultra dynamique. Dans 2 ans, tu risques de tout exploser. Qu'est-ce que tu vas faire différemment des autres accompagnateurs pour vraiment tout exploser dans ton marché? Je réfléchis à ce que je dois dire ou pas. Ouais, de toute façon, les cas clients. En vrai, je le répète constamment à mon équipe, en vrai, c'est le truc le plus important. Et au bout d'un moment, t'as beau avoir des systèmes de fou en closing, en acquisition, combien t'as de cas clients, à quel point ces cas clients sont vrais, à quel point c'est pas juste, tu vois, une vidéo de 10 secondes ou alors un témoignage. Et ça, en vrai, c'est le truc le plus important. Et je sais pas pourquoi mes concurrents sont pas assez focus là-dessus, tu vois. Genre, il y en a beaucoup qui veulent faire du cash très rapidement, que les clients soient contents ou pas. Et Ouais. moi, encore une fois, enfin, c'est pas juste parce que je suis altruiste et que je veux aider les gens. Enfin, ça me fait vraiment plaisir de le faire, mais juste, point de vue purement rationnel, il faut que tous tes clients soient contents, surtout dans le business d'accompagnement, pour donc qu'ils te recommandent et avoir beaucoup de cas clients. Là, tu vois, genre, tu vas sur mon site, tu peux scroller. J'invite les gens à le faire Ouais, si vous j'ai le vu. checkez. C'est un Tu peux fou. scrolles, tu as des cas clients. Et ça, j'aimerais que tu puisses scroller 3 minutes de plus, tu vois, parce que une fois que Ok. tu as des cas clients, en fait, tu n'as plus rien à faire. Tu lances en ads, une ads moyenne, juste avec le cas client, tu es rentable. Tu fais du contenu, tu montres tes cas clients, tu es rentable. Enfin, en closing, t'es pas très bon en closing, mais tu montres que les trois concurrents directs de la personne. D'ailleurs, tu vois, typiquement, je pourrais le faire pour toi si jamais tu vois, je voulais te closer. D'ailleurs, si jamais tu veux, prends rendez-vous, c'est avec plaisir. Même si là, actuellement, tu as un accompagnement. Juste, bah écoute, Célien, là, ça c'est ton chiffre d'affaires. Voici trois agences qui font exactement comme toi, qui font agence inbound, site web, SEO. Ils étaient dans la même situation. Voici ce qu'on a fait avec eux au bout de 6 mois, voici leurs résultats. Si je t'en montre 1, 2, 3, 4, 5 qui sont exactement comme toi dans ta niche, en vrai, c'est trop fort, tu vois. Et ce que j'aimerais bien, et je pense que c'est un peu le mécanisme que je vais utiliser pour vraiment, on va dire, un peu raser le marché sur les prochaines années, c'est avoir des cas clients ultra spécifiques par thématique. J'ai commencé à le faire tu vois, avec des pages. Aujourd'hui, genre, si tu es une agence IA, tu as une page, un accompagnement dédié avec plein de cas clients là-dessus. Toi, dans ton cas, c'est une agence web qui fait site web plus SEO. Tu as un accompagnement ultra spécifique avec 20 cas clients uniquement d'agence site web, tu vois. Et j'aimerais bien faire ça pour toutes les verticales. Genre, si tu as un SaaS B2B qui fait de la lead Ah oui, gen, ouais. boum, je te montre 3 cas clients qui font du SaaS B2B lead gen, tu vois. Ça, en vrai, c'est trop, trop fort. Ok, bah, très clair et très bon conseil. Ok, et bah, je te propose, Valentin, si tu n'as rien d'autre à ajouter aux questions, qu'on passe à la petite question. Tu as juste droit de répondre, pas d'argumenter. Ok, non, j'ai le droit ou je dois pas répondre? Enfin, je dois pas Tu dois argumenter. répondre, en gros, je vais te faire un choix, enfin 2 réponses, et tu dois faire un seul choix, tu n'as pas le droit d'argumenter derrière. Ok, vas-y, let's go. Tu pourras argumenter par la suite, mais avant ça, est-ce que tu as des choses à rajouter, des choses que tu veux ajouter à cette... Bah déjà, merci pour l'interview. En vrai, déjà, tu as fait un bon travail, c'est agréable. Enfin, parfois, on m'a invité, le travail de l'intervieweur était soit moins bien fait, soit moins bien amené. En vrai, tes questions étaient pertinentes et surtout, enfin, ça se voit que tu poses des questions, juste pas pour poser des questions, mais tu vois, pour apporter de la valeur tu vois, aux gens qui écoutent, pour que je donne, on va dire, des bons conseils et que je partage des choses intéressantes.
Donc merci là-dessus, parce qu'en soi, bon, tout dépend des questions. Tu vois à quel point je dis des choses intéressantes. Les questions, en tout cas, étaient très smart, très ciblées. Ça a vu que tu as bossé. Donc c'est agréable. Franchement, je pense que je suis un des premiers invités, mais je ne doute pas que tu en auras beaucoup, beaucoup pour les prochains. Eh ben super, bah merci Valentin. Eh ben je te propose direct, on y va. On y va pour le question-réponse. Cold email ou LinkedIn? LinkedIn. LinkedIn ou cold call? LinkedIn. Cold call ou prospection physique? Call call. Ok. Inbound ou outbound? Inbound. Inbound. Ça IA t'arrange ou bien, humain ça. dans Ça la... t'arrange bien, je suppose. Ah, Bref. pardon. Non, Non, t'as le je droit. disais non. IA ou humain dans la prospection? Humain, humain, humain. Ok. Budapest ou Paris? Là, attends. Regarde ça. Et t'as ça à Paris ou pas? Ah non, mais Budapest, Budapest. Ok. Budapest. Quantité ou qualité? Qualité, Ok. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de toi en un mot? ambition. Ok, bah superbe. Et ben en tout cas, merci Valentin d'avoir répondu à Ah, toutes ces questions. C'était assez long, c'est assez gentil. dense. Ouais, pardon. C'est gentil, je pensais que t'allais me faire des dilemmes de fou. Genre. Ah Tu, non, tu, tu, tu préfères virer ton head of acquisition ou ton head of produit? Compliqué. c'était dédié pour ton business Ok. là. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup Valentin. C'était assez dense. Il fait super chaud. Je vais aller boire un grand verre d'eau juste après. Merci pour tout ce que tu as partagé. Il y avait quand même pas mal de valeurs. Déjà, si les gens sont intéressés par te contacter ou par te découvrir, je peux mettre quoi dans la description? Je pense que le mieux, c'est ma chaîne YouTube. En vrai, c'est là où je partage le plus de valeur. S'ils sont intéressés, ils sauront où trouver pour aller plus loin, pour prendre rendez-vous avec mes équipes, pour se faire accompagner. Mais juste YouTube, si jamais j'ai donné deux trois bons conseils, en tout cas qu'ils ont estimé bons, je pense que YouTube pourra leur plaire. Ok, eh ben, merci beaucoup Valentin et pour ceux qui écoutent, bah, n'hésitez pas à partager cette interview, à vous abonner ou à mettre des commentaires, des remarques sur ce format si ça vous plaît ou non et je vous dis à bientôt.